Salut tout le monde et bienvenue dans le Trail qu'on aime, le podcast de celles et ceux qui mangent trail, qui dorment trail, qui vivent trail et donc qui aiment le trail. Je suis Alexandre Viol et je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode avec les experts habituels du trail qu'on aime, tous des pontes dans leur domaine, à commencer par celui qui nous a fait une tentative de comeback raté au Templiers, mais qui n'a pas dit son dernier mot, pour aller peut-être chercher une nouvelle sélection en équipe de France l'année prochaine, on lui souhaite. Nicolas Martin, comment ça va? Salut les gars, salut à tous. Eh bah ça va pas trop mal. La forme était plutôt bonne après ce comeback raté comme tu le dis. Et puis la semaine dernière, je suis tombé sur les côtes, donc je vais mettre un dernier dossard ce week-end du côté de la Charente sur le Chambon Trail et vu que la blessure m'handicape et que je peux pas trop courir ces derniers jours, et ben ce sera donc un forfait pour ce potentiel dernier dossard. Mais je vais voir le bon côté des choses, j'irai plus à la chasse et j'économiserai 15 heures aller-retour de voiture sur ce week-end. Donc tout va bien globalement dans le Trièves. Tu seras accompagné par celui qui est aussi gentil, généreux et réactif que bon kiné. Et Dieu sait que c'est un bon kiné. Théo Robin, comment ça va? Ça va bien, les couleurs d'automne sont là. Ce week-end, on va pouvoir profiter du beau fortin, donc vivement la sortie avec les copains demain. Et enfin, celui qui a plus de drama dans ses vidéos YouTube que de victoires. En témoigne sa dernière vidéo sur le Mallorca by UTMB, mais qui arrive toujours à garder le sourire et nous communiquer sa bonne humeur. Mathieu Delpech, comment ça va? Mais la bonne humeur est là, tu vois. Je reviens d'un petit tour en montagne. Le coach Nicolas Martin m'a dit cet hiver, on va travailler la vitesse. Donc aujourd'hui, j'ai fait 9 kilomètres avec 1100 mètres de dénivelé sur les crêtes. Donc, un vrai régal. Et enfin, et enfin, à mon tour de présenter l'homme aux multicasquettes, le manager de l'Académie Sidas Matrix qui court plus vite que ses athlètes, celui qui fait aussi du journalisme mais qui n'est pas journaliste. Comment ça va, Alexandre Viol? Écoute, ça va très bien. Très content d'être là avec vous, les gars. Et effectivement, tu fais bien de le préciser. Je ne suis pas journaliste, mais je fais du journalisme. La nuance et la subtilité est à prendre en compte puisque pour être considéré comme journaliste, eh ben, il faut une carte de presse, chose que je n'ai pas. Donc, je fais uniquement du journalisme, comme tu l'as dit. Et sinon, écoute, en pleine prépa pour le marathon de Valence. Et bonne nouvelle, on a reçu la nouvelle aujourd'hui. Le marathon vient d'être officiellement maintenu. Donc c'est top. Il me reste une petite sortie longue dimanche de 35 kilomètres à faire. Donc j'ai hâte de faire ça. Qu'est-ce que tu Et vises comme Alex, chrono, Alex? Ah, on va viser entre 2,25 et 2,28. Ou alors on tente le tout pour le tout. On va chercher le record du quintal en 2,23,40. Je suis encore en pleine hésitation. Je prendrai ma décision après ma sortie longue de dimanche. du très très lourd. Et puis aussi, avant de continuer, je voulais qu'on remercie nos auditeurs, hein. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter, ça fait vraiment plaisir. Et puis on vous rappelle aussi que vous pouvez venir interagir avec nous sur le canal Instagram YouTubeX qui est lié à mon compte. Donc vous êtes déjà plus de 1000 à venir discuter, ça fait vraiment plaisir. Et puis ça reste quand même beaucoup de travail de préparer ce podcast, comme vous allez le voir. Donc, je vous invite aussi, comme d'habitude, à laisser un petit avis sur votre plateforme d'écoute, à noter le podcast avec des étoiles et puis à vous abonner pour ne pas rater les futurs épisodes. Merci Mathieu pour ce petit mot. Alors, de quoi va-t-on parler aujourd'hui? On débutera avec les petites actus des membres de l'équipe. On se fera ensuite un petit débrief des dernières actus courses, de moins en moins de compétition en ce moment, mais il y a encore de beaux petits événements à suivre. On enchaînera sur notre gros sujet du jour, les cotations en trail. Très très gros sujet. Il va falloir vous concentrer. Nico et Matt ont passé leur semaine à bosser là-dessus. Et pour info, pour ne rien vous cacher, on travaille sur un document partagé, un document Drive et je peux vous dire qu'il y a énormément de pages, donc il va falloir être concentré sur cet épisode. À cette occasion, on sera rejoint au cours du sujet par celui qu'on ne présente plus, qui est devenu une icône dans son domaine, qui est un abonné. J'en dis pas plus sur son identité, on vous laissera le découvrir dans l'épisode. Ce gros sujet sera suivi de la rubrique de notre kiné Théo, qui nous parlera cette fois-ci d'un sujet chaud, la prise d'anti-inflammatoires. Et puis on terminera, comme à l'accoutumée, par notre petit instant expression libre où on vous donnera nos meilleurs recos et peut-être quelques petits coups de gueule. Un programme bien dense, comme d'habitude, fait avec amour et passion. Le trail qu'on aime, épisode 9, c'est parti. Jingle. Il attend quoi, là? Allez, messieurs, avant de rentrer dans le vif du sujet, un petit tour de actus perso. Nico, raconte-nous un petit peu, l'hiver s'installe-t-il tranquillement dans le Trièves? Ouais, après un été qui n'en terminait plus avec des températures indécentes qui nous a permis de faire du vélo en cours jusqu'à très récemment, il fait un peu plus frais et donc du coup
J'en profite pour faire un petit peu moins de sport puisque avec cette petite blessure que j'ai évoquée précédemment, j'ai décidé de prendre ma petite pause annuelle, même si j'ai pas fait beaucoup de courses cette année, j'ai quand même eu une bonne prépa pour les Templiers. Et c'est l'occasion de travailler sur un projet qu'on va détailler prochainement, mais pour l'année prochaine, avec quelques amis, on va lancer une structure d'accompagnement dans les sports d'endurance et plus particulièrement dans le trail. Donc voilà, il y a pas mal de boulot sur ce sujet actuellement. Théo, encore une nouveauté chez Cap Prévention, tu peux nous en parler un petit peu? Ouais, il y en a pas une, mais deux. On a pas mal bossé ces dernières semaines. La première, c'est qu'on a lancé un programme de préparation hivernale à la salle. Donc, en gros, c'est du renforcement à la salle, de la musculation. Et surtout, le gros projet qu'on a lancé en cette fin d'année, c'est le lancement de notre propre podcast. Ça s'appelle Récap. Et l'objectif, c'est de vous proposer de plonger dans l'intimité d'une relation entre un coach et son athlète. Donc, en gros, il y aura 6 duos coach-athlète, puisque aujourd'hui, on est 6 coachs au sein de la structure. Et vous retrouverez les duos environ tous les 2 mois. Sur chaque épisode, le but, c'est de faire le point sur ce qui s'est passé depuis l'épisode précédent, de faire le zoom sur 1 à 2 séances clés du cycle d'entraînement qui est en cours, et puis aussi de prévoir un petit peu ce qui va être à venir sur le prochain ou les 2 prochains mois. Donc on a essayé de prendre des profils variés, des gens qui font du court, des gens qui font du long, des hommes, des femmes, certains qui sont blessés, certains qui vont bien. Voilà, et puis du coup, ce qui va être, je pense, intéressant pour les auditeurs, c'est que tous les coachs ont la double casquette kiné et coach, donc ça, c'est sûrement intéressant. Et pour le moment, on a sorti un épisode d'intro où on se présente tous. Et puis, ce matin est sorti le premier épisode entre Jean-Philippe et François. Donc, n'hésitez pas à aller faire un petit tour, écouter, et puis nous faire un retour constructif si c'est possible. Parfait. Et puis Mathieu, ça se remet tranquillement de Majorque. T'es rentré à la maison en Autriche, c'est ça? Ouais, ça y est, je suis retourné à Innsbruck, me poser tranquillement et essayer de faire un hiver très constructif là-bas. J'ai fait ma coupure annuelle, comme d'habitude, une dizaine de jours avec quasi aucun sport. Et puis là, je suis en train de reprendre tranquillement. Donc, comme d'habitude, avec de la progressivité, on va essayer de faire une belle courbe Strava comme l'hiver dernier. Puis cette fois, s'arrêter un petit peu avant la fracture de fatigue. Donc, je vous invite à aller suivre ça sur mon Strava. Puis aussi, comme tu l'as dit tout à l'heure dans l'intro, nouvelle vidéo YouTube, donc je raconte ma course à Majorque qui s'est pas passée comme prévu. Il y a eu pas mal de rebondissements. Donc si vous êtes un petit peu curieux de savoir qu'est-ce qui s'est passé, puis après je fais une petite partie analyse, donc je vous invite à aller sur ma chaîne YouTube découvrir ça. Petit spoiler, il a pas gagné. Allez, ça nous fait une Il bonne met des transition tacles. justement pour commencer le tour, le tour des actus avec justement ton retour sur le Mallorca UTMB pour que tu nous parles un petit peu de comment s'est déroulé l'événement parce qu'on a vu il y a eu pas mal de péripéties à cause de la météo notamment. Donc, est-ce que tu pourrais nous rappeler un petit peu le contexte de cet événement? Et ben, du point de vue perso, moi j'étais à Majorque depuis 4 semaines pour m'entraîner là-bas, et puis quasiment du beau temps tous les jours. Et très très peu de mauvais temps et puis en fait il y a eu un énorme orage donc je pense que c'est le même la même tempête qui est passée sur Valencia et qui a eu des conséquences dramatiques qui était en train de se diriger vers Majorque donc là les autorités ont interdit évidemment tout événement il y avait une alerte orange sur l'île et donc l'organisation de l'UTMB a dû prendre les choses en main et annuler la course de 70 km que je devais faire initialement, qui a été prévue le vendredi. Et donc le vendredi, on a pu voir cet orage arriver et ils ont bien fait d'annuler parce qu'il y a eu vraiment des trompes d'eau. C'était incroyable. Il y avait des murs qui s'effondraient, des couches d'eau de 20 cm sur la route, des pierres partout, la montagne qui était en train de descendre vraiment dans les vallées. Donc j'aurais pas aimé être à ce moment-là sur un pic et être un petit coureur au milieu de la montagne à ce moment-là, donc il y a vraiment aucun doute sur le fait qu'il fallait annuler. Du coup, après, il y a eu beaucoup de péripéties, hein. Il y a eu le 140 km qui a été décalé, puis réduit à 90 km, puis finalement qui s'est vu aussi annulé. Et on a eu la chance, quelques élites, de pouvoir se diriger sur une autre course. Et donc, il y a une poignée d'athlètes. En fait, ils ont appelé les athlètes par ordre décroissant d'index général UTMB pour leur proposer de se basculer un petit peu sur d'autres courses quand c'était possible. Et on a eu la chance de se retrouver quasiment tous sur 50 km, ce qui a fait qu'il y a eu une course avec une densité jamais vue sur les UTMB World Series. Franchement, à part les finales, là, c'était incroyable. On était plus de 25 athlètes au-dessus de 850 au départ de cette course, donc c'était une très belle course. Pour ceux qui aimeraient, celles et ceux qui aimeraient potentiellement faire cette manche UTMB l'année prochaine,
Tu disais dans dans ta vidéo, tu le dis, et dans tes posts, tu disais que c'était relativement technique comme terrain. Est-ce que tu le conseilles, est-ce que tu conseilles aux gens d'aller découvrir cette manche ou pas? Ben, il faut vraiment aimer les cailloux. En fait, la course historique qui a été rachetée, ou enfin, je sais pas exactement, mais en tout cas qui sert de support maintenant à cette manche UTMB, c'était une course de skyrunning qui traversait la chaîne de montagne qui est au nord de l'île, la Tramuntana. Et donc, c'était une course de 70 km avec 5000 mètres de dénivelé, totalement skyrunning. Donc, cette course, elle est restée au programme. Ils ont fait d'autres courses, mais globalement, c'est la course la plus technique, mais les autres courses ont aussi des passages techniques. La course de 50 km avait une partie au milieu de 20 km, c'était que dans le caillou. Donc, faut vraiment pas craindre les cailloux si vous voulez aller l'an prochain à Majorque sur cette manche. Ok, top. Et on rappelle aussi que dans le même temps, il y avait une manche UTMB en Suède. Et là, pour le coup, c'est des profils qui sont beaucoup plus roulants. Moi, je voulais poursuivre un petit peu pour parler du Mallorca by UTMB, pour faire un petit clin d'œil aux coureurs roumains que l'on voit de plus en plus sur le circuit. Et une petite mention particulière à Damian Bogdan et Leonard Mitrica, qui ont respectivement terminé deuxième et troisième du format 50K, justement, et qui t'ont mis une belle branlée, on va dire. Demain, Damian, on l'a beaucoup vu cette année sur les Golden. Il était d'ailleurs présent sur la finale où il a terminé 21e. Et puis Léonard, on le voit depuis un petit peu plus de temps aussi sur les Golden, mais aussi sur les championnats d'Europe et les championnats du monde. Nico, je pense que tu le connais un petit peu, Léonard. Ouais, ouais, bah, c'est des coureurs qu'on voit depuis quelques années qui globalement sont plutôt sur une phase ascendante en termes de progression et qui sont d'excellents coureurs. Et c'est vrai que Leonard Mitrika, on le voit depuis quand même quelques années maintenant. J'ai pas regardé ses stats, mais je pense que c'est quand même bien 3 4 ans qu'il est présent sur le circuit sans problème. Et puis, ouais, on peut citer aussi deux autres athlètes roumains qui n'étaient pas présents à Majorque, mais qui sont assez connus pour leur gros palmarès. C'est Lionel Christian Manolé, cinquième de la Transvulcania cette année, qu'on a vu aux Europes. Et puis, Raoul Botacci, vainqueur de la Transgrancanara cette année. Et puis, chez les féminines, on a la désormais très connue Madalena Florea, qui a fait podium sur les Golden et qui a fait des étincelles cette année. Et puis, ou encore, on peut citer celle qui est un peu plus ancienne, Denica Dragomir, qui a été championne du monde de trail court en 2022. Voilà, malgré ses très bons résultats, on ne peut pas encore dire que la Roumanie, c'est une grande nation du trail, même si j'ai noté uniquement 19 athlètes à plus de 800 ITRA pour un pays qui compte quand même 20 millions d'habitants, soit à peu près trois fois moins que que la France. Et à titre de comparaison, en France, on compte plus de 400 athlètes à plus de 800 ITRA. Donc voilà, on voit de plus en plus d'athlètes roumains sur le devant de la scène, mais on ne peut pas encore dire que c'est une grande nation du trail. Mathieu, tu veux réagir? Ben, c'est vrai que ces deux coureurs, j'étais avec eux en haut de la première bosse, donc autour de 1 heure de course. Et dans la première petite section descente hyper technique, c'était impressionnant de les voir jouer là-dedans, vraiment des grosses qualités. Et puis si je peux compléter ce que tu as dit, en fait, les deux coureurs roumains, Raoul Butacci et Lionel Christian Manolé, ils habitent tous les deux en Espagne, en fait. Donc, je sais pas à quel point la Roumanie est une terre de trail, mais c'est marrant. Il y a aussi des pays où il y a beaucoup de pratiquants, comme ici en Autriche, et il y a quand même une bonne densité, mais pas d'athlètes très très forts à l'avant. Donc, il y a Andy Rieder qui cette année a fait un top 10 à la SSCC. Il y a aussi les frères Innerhofer qui sont très doués sur les formats plus roulants autour du marathon, mais il n'y a pas vraiment de top athlètes internationaux, alors qu'il y a beaucoup d'athlètes qui pratiquent. Et là, il y a une grosse partie de l'Autriche qui est quand même au cœur des Alpes. Et cependant, on voit pas encore émerger de gros coureurs comparés à la densité qu'on a en France. Donc c'est intéressant. J'ai pas forcément les explications, mais c'était ma petite anecdote pour compléter. Ok. Et puis on a pu aussi voir le challenge national de trail dont on vous avait parlé lors des premiers épisodes qui avait un peu floppé en 2024 et le challenge a démarré depuis début septembre. Il y a déjà trois courses qui ont eu lieu et on va en parler un petit peu. Je vous rappelle juste le concept. La Fédération française a mis en place 12 courses dans l'année, 6 trails courts et 6 trails longs, au sein desquels vous retrouvez des trails dits de plaine, de moyenne montagne et de haute montagne. Et donc, pour être classé dans ce challenge, vous devez terminer soit trois trails courts, soit trois trails longs dans chacune des typologies. Donc, comme je vous l'ai dit, les trois premières manches ont déjà eu lieu et notamment le Tour du Nipalou, Mathieu, qui a lieu non loin de chez toi ou de chez tes parents, plutôt près de Saint-Flour, un format trail long de moyenne montagne où étaient présents le deuxième, le troisième et le quatrième du challenge de l'an dernier. Le deuxième, c'était Valentin Joachim qui a emporté ce Tour du Nipalou. Le troisième, c'était Hugo Ferrari qui a
ici terminé quatrième. Et puis le troisième de l'an dernier, c'était Eric Hero qui lui a terminé cinquième. Encore une fois, on peut dire qu'il n'y avait pas une énorme densité. A priori, pas de grands noms qui joueront le challenge cette année. Malheureusement, Nico, comme tu nous l'as précisé, tu aurais aimé le jouer, mais suite à des cotes fragiles, tu ne pourras pas te rendre à la manche de ce week-end qui a lieu en Charente. Comme quoi, malgré les 6 000 € de prime à la gagne, on se rend compte que finalement, l'argent, ça fait pas tout. Ouais, moi j'ai une petite réaction par rapport à ça. Moi je pense que c'est quand même la faute principalement à la planif du calendrier et son annonce notamment, puisque bah, tu évoques mon cas et je pense il est pertinent dans ce cas-là. Voilà, il y a que 2 manches par type, donc en gros si tu fais pas l'une de ces 2 manches, ben c'est mort. Et c'est vrai que là, quand on prend l'exemple du trail long, le calendrier a été annoncé, alors je vais pas dire de bêtises, mais 3 ou 4 jours avant la première manche du trail long format pleine qui avait lieu sur le trail de la Côte d'Emeraude en Bretagne. Et donc moi, bah, au même moment, j'avais prévu de faire Witch Trouble. Donc en fait, tu te retrouves sans les informations et tu as déjà planifié un petit peu ta saison parce que bon, on rappelle, on fait du trail, donc on décide pas quand même une semaine avant d'aller faire une course de 50 km. Donc c'est vrai que je pense que la fédération a un peu refait la même erreur que l'année d'avant. En plus de ne pas avoir, alors ça c'est mon avis personnel, mais pas amener une modif de règle qui, à mon sens, permettrait quand même au challenge de plus se développer. C'est de, par exemple, autoriser d'avoir 2 manches du même type avec, par exemple, un malus quand on utilise cette solution et de faire 2 manches du même type. Donc, par exemple, 2 manches de haute montagne, ce qui permettrait quand même d'avoir plus d'athlètes classés parce qu'on rappelle que l'année dernière, par exemple, il n'y avait pas eu 5 classés sur le long chez les féminines. Donc, c'est un petit peu la limite, je trouve, dans les règles de ce challenge qui, en effet, peine à prendre son essor et aussi, on peut discuter de ces sommes investies par rapport aux retombées qu'il y a aujourd'hui, quoi. Complètement d'accord avec toi. Et puis, il y avait aussi une manche de trail court format pleine la semaine dernière, donc le début novembre, du côté du Roquefort Trail. Et là, on a vu par contre la victoire du Godec, donc plutôt un gros nom du trail français, à qui j'ai demandé s'il allait jouer le challenge. Il m'a dit qu'il irait prendre avec grand plaisir les 6 000 balles de manière plutôt facile, m'a-t-il dit. On verra s'il aura un peu de concurrence. Et puis, c'est Eva Delafosse qui l'a emporté chez les femmes. Là non plus, pas une énorme densité. Donc voilà, et je l'ai dit, prochain trail long ce week-end, dimanche 17 novembre à Émoutier en Charente. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que il n'y a pas énormément de choix dans les trails. Par contre, ils nous font visiter toute la France, ça c'est sûr. Et puis, on va suivre un gros événement ce week-end. C'est la finale des Skyrunning World Series. Ça y est, on arrive enfin à bout de cette Coupe du Monde de Skyrunning après 20 courses à travers le monde qui concernent 13 pays et 4 continents. Parce qu'on rappelle, il y a quand même plusieurs manches en Espagne et plusieurs manches en France notamment. Et ben, la finale a lieu ce week-end, samedi 16 novembre, en Espagne, dans la région de Valence, à l'occasion du Marathon del Démence, format de 42 et 3008. C'est un format qui est très costaud, je pense, un des plus longs du circuit. On a un record homme de la course détenu par Manuel Mérias en 5h11 et un record femme détenu par Eva Bernat en 6h27. Sont en tête actuellement du classement général le Suisse Roberto De Lorenzi chez les hommes et la Russe Anastasia Rubtsova chez les femmes. Et on le rappelle, le classement il prend en compte les 4 meilleurs résultats sur l'année, plus le résultat de la finale où les points seront doublés. Donc clairement, si vous voulez gagner le challenge, le circuit, il faut être à la finale. Et on aura des petits Frenchies seront présents pour cette finale, les Françaises Lucie Germain, 8e au général, Iris Pessé 10e et Olivia Magnon 12e, qui ont toutes des chances de top 5 si elles font une très belle performance à la finale. Et puis chez les hommes, on retrouve à Fred Tanchant, 9e au général, et Sébastien Poésy, 12e. Yo, c'est le Mathieu du montage. Juste, je vous donne rapidement les résultats de cette finale du Skyrunning puisqu'elle est désormais terminée. Chez les femmes, c'est bien la Russe Anastasia Rubtsova qui confirme après une saison exceptionnelle, suivie par l'Espagnole Julia Fongomez qui elle aussi surfe sur sa belle forme de fin de saison. Enfin, on a eu un sprint exceptionnel qui a départagé Oriana Cortázar, l'Espagnole, de la franco-états-unienne Hilary Gerardi pour décrocher une place sur le podium en faveur de la première citée. Chez les hommes, c'est Roberto De Lorenzi qui semble avoir retrouvé sa forme de début de saison en s'imposant devant l'Italien Luca Del Piero et le buffle espagnol Merias. Et le premier français, c'est Fred Tranchant qui termine 5e. On vous en dit un petit peu plus et on vous donnera le classement général de la série dans le prochain épisode. Allez, retour à l'épisode. Et puis on termine ces actus avec un petit teasing de ce que sera la rubrique de notre kinétéo tout à l'heure, en réaction à une news qu'on a vu passer hier sur le compte Facebook des Templiers.
qui déclare avoir contrôlé en partenariat avec l'association Athlètes for Transparency 10 athlètes du top 10 hommes et femmes après la course, après le Grand Trail des Templiers, et dont 5 auraient été contrôlés positifs aux INS, donc aux anti-inflammatoires non stéroïdiens, qui sont proscrits par la politique de santé mise en place par les Templiers. Je vous en dis pas plus, restez bien jusqu'au bout de l'épisode pour en savoir plus là-dessus. Et puis on va pouvoir démarrer avec notre gros sujet du jour. Je souffle parce qu'on en a débattu toute la semaine avec les gars sur notre conversation WhatsApp. Et on a laissé ce sujet aux deux gros geeks de la bande, que sont Nicolas Martin et Mathieu Delpech. Personnellement, ils m'ont bien fait mal à la tête, mais ils vont essayer d'être le plus clair possible pour que ça soit pas trop indigeste pour vous. Juste petit contexte, pourquoi on a décidé de traiter ce sujet, bah, vous le savez certainement, mais au fil des années, les cotations, c'est vraiment un sujet qui est devenu central dans les discussions autour du trail et des performances en trail. Et qu'aujourd'hui, quel que soit son niveau, sans mentir, on check toutes et tous un petit peu nos cotations. D'ailleurs, on avait lancé un petit sondage sur le canal Instagram pour savoir si vous accordiez de l'importance à ces cotations. Et sur 300 réponses reçues, vous étiez 176 à suivre un peu, 100 à toujours regarder et seulement 24 à vous en battre un petit peu la race. Donc ça montre bien que ça intéresse du monde. Donc juste avant, pour introduire un petit peu le sujet, vous messieurs, rapidement, à quel point vous y accordez de l'importance à ces cotations? Moi, je regarde plus les stats de ma chaîne YouTube, puisque ça, c'est les stats qui montent, contrairement à mes indices de performance qui ont tendance à stagner un petit peu. Donc, non, en vrai, bien sûr, je regarde. Après, faut toujours prendre du recul. Et comme disait Nico, faut avoir plus un œil macro et regarder les tendances que aller chercher une seule perf à un moment qui serait pas forcément indicative. Mais ouais, bien sûr, je regarde toujours. Et puis, dès qu'il y a nouvelle course qui est mise en ligne. On attend souvent avec impatience de voir les nouvelles dingueries des nouvelles cotations, donc je regarde beaucoup. Toi, Théo? Ouais, c'est un truc que je regarde personnellement ou pour mes athlètes. Et ce que j'aime bien surtout, c'est de regarder avant avec la cote le chrono estimé et puis voir si ça correspond à la fin, si le chrono a été bon. Et souvent, en ce moment, c'est pas terrible, quoi. Et Nico? Bah moi je l'ai beaucoup regardé avant. Maintenant je le regarde plus trop parce que je suis peut-être un peu moins en mode compète et puis ça descend beaucoup. Mais ça va être drôle puisque si j'arrive à recourir à un bon niveau, je vais être bientôt un piètre athlète qui sera capable de faire des performances bien au-dessus de sa cotation. Donc je ferai bugger l'algorithme un petit peu. Ah non, plus sérieusement, je l'utilise quand même pour les athlètes que j'accompagne parce que c'est quand même en trail une des seules manières un petit peu d'évaluer la performance pour les gens parce que voilà, nous, que ce soit Mathieu ou moi, par exemple, on a la chance d'être un peu à l'avant du peloton et c'est vrai qu'on peut être vraiment dans la comparaison et dans la place. Quand tu es un peu plus en milieu de peloton, c'est un petit peu plus dur d'avoir une valeur dans ta performance. Donc c'est vrai que d'avoir ce score, ce chiffre, c'est aussi une manière facile d'évaluer. Mais comme l'a précisé Mathieu, bah, faut quand même garder du recul sur la valeur du chiffre sur une course en particulier. Effectivement, je pense que la prise de recul, elle est assez importante et je me la suis même moi-même appliquée puisque j'étais tombé dans les méandres des cotations et que ça devenait presque plus important qu'une victoire et qu'un podium sur un événement. Donc, effectivement, prenons du recul sur ces cotations. Allez, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Mathieu, dans un premier temps, est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu bah, justement ce que sont ces cotations et puis à quoi elles servent surtout? Les cotations entre elles, ça prend beaucoup de noms différents, beaucoup de mots qui définissent au final une même chose. On entend index de performance, indice de performance, les cotes, les cotations, le score. Donc souvent ça désigne la même chose et c'est un nombre qui permet de mesurer sa performance, que ce soit sur une course ou un nombre qui est plus général, qui définit le niveau d'un athlète. Donc, on va essayer de parler un petit peu pourquoi on en a besoin entre elles et à quoi ça sert. Et je pense que pour que ce soit plus facile à comprendre, je vous propose de faire un petit parallèle avec d'autres disciplines où on a moins besoin de ces cotes. Et donc, vous allez comprendre pourquoi on en a besoin entre elles. Un premier sport d'où on n'a pas besoin d'un système spécial de cotation, c'est l'athlétisme, par exemple, parce qu'on a une standardisation des parcours et des épreuves, en fait. On peut se mesurer aux autres athlètes dans le monde entier parce que toutes les pistes d'athlètes, elles font 400 mètres, parce que toutes les pistes pour faire du saut en longueur, elles font la même distance, et c'est toujours des courses qui sont faites dans les mêmes conditions, donc on peut très facilement se comparer. Donc ça vous parle, les gars? Bah ouais, ouais, de toute façon, quand tu fais un marathon, quand tu fais un 10 km, t'annonces ton temps et il n'y a pas de débat sur si le parcours, enfin, il y a qu'un débat de savoir si le parcours était labellisé ou pas.
Exactement. Alors qu'en trail, ben, la diversité des parcours, les dénivelés et les terrains, c'est toujours différent. Donc, ça rend une standardisation impossible et on ne sait pas forcément si un chrono associé à une distance, c'est une perf ou pas. Donc, c'est pour ça qu'on a besoin d'un système qui donnerait un autre nombre qui mesurerait la performance. Un autre moyen de mesurer la performance, c'est la confrontation directe. Donc, c'est quelque chose qu'on a par exemple dans le VTT olympique. Il y a un circuit référence. Les meilleurs athlètes, ils vont tous sur ce circuit. Et sur les manches de Coupe du Monde, eh ben, ils se réunissent et là, on sait que ben, le premier, il est meilleur que le deuxième, il est meilleur que le troisième, et etc. Et en fait, vu que tous les athlètes se rencontrent au même endroit, c'est facile de se comparer. Et ça, c'est quelque chose qui me manque un petit peu dans le trail. Jusque-là, Alex, je pense que tu peux nous suivre. Et vraiment, Jusque-là, je bois du petit lait, Mathieu. Tu peux continuer. allez, on continue. Du coup, le trail, en revanche, ben, il y a énormément de paramètres qui rendent impossible de comparer les performances. Donc, comme je vous l'ai dit, il y a les distances et les dénivelés, ils peuvent varier d'une course à l'autre et même deux courses avec même distance et même dénivelé, eh bien, il peut avoir des profils très très différents. Donc par exemple, si c'est une seule montée et une seule descente ou si c'est beaucoup de petites montées. Et en fait, ça rend les chronos et les efforts différents et ça rend les temps difficiles à comparer. Puis en fait aussi même le même trail d'une année à l'autre, eh bien avec la météo et les conditions, ça peut aussi énormément influencer. Et puis aussi, il y a des paramètres comme l'altitude entre elles qui varient beaucoup. Et on sait que sur les courses d'endurance, eh bien, plus une course est haute en altitude, plus la performance elle est réduite. Et aussi, évidemment, la technicité du parcours. Donc, plus le terrain a des obstacles, et ben moins les vitesses de déplacement plus les vitesses de déplacement seront lentes. Donc, c'est compliqué un petit peu de comparer tout ça. Et c'est pour ça que la cotation de la performance, ça s'impose un petit peu comme quelque chose qui est indispensable pour tenter de proposer un moyen de comparaison fiable entre les coureurs, quels que soient les parcours. Et donc à partir de là, on peut mesurer sa performance. Et ensuite, ça a beaucoup d'usages, ces cotations. Donc maintenant, je vais vous parler un petit peu de à quoi ça peut servir et pourquoi, comment on s'en sert aujourd'hui et pourquoi on en a besoin. Donc d'abord au niveau individuel en tant qu'athlète, donc ça peut quand même servir à mesurer la progression d'un athlète. Donc comme je disais, il faut plutôt regarder les tendances de ses scores plutôt que de regarder juste le dernier indice. Donc comme comme on va pouvoir le voir, c'est pas toujours hyper précis et il peut y avoir des petits artefacts, mais par contre regarder les tendances, ça donne toujours un bon indicateur de l'évolution de la forme de l'athlète. Pour un athlète aussi, ça peut être motivant, ça peut être une source de motivation d'aller chercher des cotes, ça donne un objectif un petit peu concret, comme un chrono sur un marathon. On se dit, allez, mon prochain train, dans un an, j'aimerais pouvoir coter à temps sur une course, donc ça permet de se donner aussi des objectifs perso. Et puis, ça permettre aussi de savoir sur quelle distance on est le meilleur, si on est curieux de comparer un petit peu ses prédispositions sur les formats ou son état de forme sur différents formats, puisque l'échelle de performance, vous allez voir, il y a différentes échelles, parfois entre 0 et 100, parfois entre 0 et 1000. Et ben, c'est la même qui est utilisée sur tous les formats, quel que soit, enfin, sur chaque système. Pour chaque système qui existe, eh bien, on utilise la même échelle pour comparer les courses courtes et les courses longues. Voilà au Et niveau. après, Mathieu, parce que du coup, c'est possible, donc tu l'as dit, de se mesurer et de voir sa progression au niveau individuel et du coup, au niveau un peu plus global et par rapport aux autres, là aussi, ça peut être intéressant, non? Eh ben, ça peut permettre aussi de comparer ses performances à d'autres athlètes à travers le monde, même si on n'a pas la chance de les affronter en confrontation directe. Donc, bien sûr, les parcours seront différents et des distances différentes, mais ça permet quand même d'évaluer un petit peu de comparer un petit peu le niveau de performance. Et du coup, ça sert aussi pour les instances à créer des classements, à créer des catégories. Et pour les athlètes, ça peut avoir pas mal d'influence au niveau des avantages qu'ils vont pouvoir recevoir en fonction de leur niveau de performance. Donc, il y a beaucoup de courses maintenant qui offrent des inscriptions directes sans passer par les tirages au sort quand on a une cote qui est élevée, parfois payant ou non payant aussi en fonction de la cote. Il y a des courses aussi qui proposent des invitations avec des logements, avec parfois avec logement, voyages qui sont tout compris. Donc pour un athlète individuel qui a envie d'aller faire du haut niveau, ça peut avoir un gros impact si sa course elle est mal cotée. Par exemple, si c'est un ultra et qu'on en fait qu'un ou deux par an et que sa course elle est mal cotée, qu'on essaye de passer la barrière par exemple des 850 pour éviter les tirages au sort et que la course est mal cotée, qu'on ait 30 points de moins que ce qu'on espérait. Donc, ça peut avoir des grosses influences sur la saison de certains athlètes qui essayent de passer un petit peu les paliers pro. Et puis, ça Très permet clairement, aussi. juste, Matt, pour rebondir là-dessus, effectivement, c'est aussi pour ça que les cotations, c'est devenu vraiment très important pour beaucoup d'athlètes et qu'il y a de plus en plus d'athlètes
y accorde de l'importance. Et moi, juste pour donner un exemple là-dessus, je suis à 801 sur UTMB. Donc, ce qui me permet d'avoir passé le statut un peu 800, qui est un peu une ligne un peu assez importante pour les organisations. Et en fait, donc ça joue vraiment à rien. Donc, sur une cotation d'une course où ça se joue à 3-4 points, ben, je peux être en dessous ou au-dessus de 800. Et en fait, le au-dessus de 800 me permet, sur pas mal de courses, justement, d'avoir mes dossards assurés. Donc, on voit que ça peut avoir une grande importance quand même. Mhm. Et c'est aussi un outil de performance que les team managers ils regardent beaucoup pour les recrutements. Donc parfois on voit des grosses cotes sur des petites courses, ça peut indiquer qu'il y a des gros talents qui sont pas encore venus sur la scène nationale et ça peut permettre de recruter. Et puis dans certains teams aussi, ça conditionne aussi les accès aux primes. Donc c'est quand même très important. Ouais, c'est le cas, enfin pour préciser, pour que ce soit un peu plus clair aux gens, par exemple, on a des grilles de primes où il y a un résultat associé, mais si la performance sur ce résultat est pas suffisamment haute, ça donne pas le droit à l'accession à la prime. Voilà, donc je pense que là, on a bien posé les bases un petit peu de pourquoi on en avait besoin et à quoi ça pouvait servir. Est-ce que vous avez des questions ou vous souhaitez compléter un petit peu plus, messieurs? Non, je pense que c'était très clair. On va juste pouvoir passer un petit peu à ce qui nous intéresse dans le détail, c'est justement quelles sont ces cotations et on peut en citer trois principales que sont l'UTMB, l'ITRA et Bitrail. Et là aussi, vous avez fait un joli petit taf, Mathieu et Nico, pour nous expliquer tout ça. Ouais, c'est les codes qu'on a choisis un petit peu sur lesquels on va se pencher qui sont pour nous les plus intéressantes, et celles où il y a le plus de courses. Et pour en fait, ce qui est un petit peu compliqué, c'est que pour les mêmes raisons qu'on aurait besoin d'un score pour évaluer ses performances, et ben c'est ces mêmes raisons qui rendent très très difficile de créer ce score, puisque comment comparer les courses et comment le faire de façon très précise et exacte. Donc la technicité d'un parcours, c'est toujours subjectif. On peut pas donner vraiment un score qui soit défini et qui ne soit pas sujet à des questionnements. Et puis la technicité, elle n'est pas constante aussi, elle est aussi variable le long des parcours. Les conditions vont changer au cours d'une course. Les conditions météo du début de la course sont pas les mêmes que celles de la fin de la course. Donc c'est toujours très très compliqué de mettre des paramètres et d'évaluer tout ça. On va se pencher un petit peu plus sur essayer de comprendre le fonctionnement, qu'est-ce qui se passe derrière ces cotes, comment sont faits ces indices de performance. Avant de rentrer dans le vif du sujet, de vous expliquer les calculs, un petit peu d'histoire. Les cotations UTMB ITRA notamment ont un historique assez commun, notamment Didier Kurdi qui a commencé à travailler sur le sujet au début des années 2000, avant de d'automatiser ça, alors plutôt du côté de l'UTMB avec Michel Poletti et Lifetrail. Et ensuite, va avoir une séparation en fait des deux algorithmes pour des raisons un petit peu politiques au moment où l'UTMB et Michel Poletti notamment vont quitter l'ITRA. C'est pour ça qu'on a aujourd'hui deux indices différents, mais qui ont quand même un historique commun. Et pour plus de détails, je vous renvoie vers l'excellent podcast de Let's Trail, podcast qui a traité du sujet et qui aborde les trois codes qu'on va vous expliquer aujourd'hui. Donc merci Allez, à Nico toi Mathieu, je te pour ce- laisse nous expliquer avec ton passé, enfin pas ton passé, mais ton diplôme d'ingénieur, toutes les subtilités statistiques et mathématiques de ces différents algorithmes. Merci Nico pour cette petit historique très rapide. Donc d'abord on va se pencher sur la cote UTMB. Donc sans rentrer d'abord dans les détails statistiques d'ailleurs qu'on ne connaît pas, je vais remettre un petit contexte sur cette cote. C'est un indice de performance qui va de 0 à 1000, 1000 étant le maximum humain théorique. Donc sur chaque course, le coureur se voit attribuer un score de performance entre 0 et 1000 et puis ensuite il va avoir aussi un niveau général ce coureur et ce niveau général est calculé en prenant en compte les 5 meilleures performances des 3 dernières années, sachant que c'est pas une moyenne juste des 5 meilleures performances, que plus la performance est récente et plus elle est élevée, plus elle influence le score général de l'athlète. Jusque-là, c'est pas très compliqué. Là, vous devez encore me suivre. Ce qui est compliqué, c'est de savoir comment est défini ce score de 0 à 1000 après une course. Donc en fait, désormais, le programme informatique a enregistré des milliers de résultats de courses et donc il y a des millions de résultats individuels, ce qui fait une énorme base statistique sur laquelle l'algorithme en fait se repose pour créer des cotes. Et en fait, quand il y a une nouvelle course, des résultats d'une nouvelle course qui sont mis en ligne. Donc l'algorithme il va détecter tous les noms qu'il connaît déjà dans cette course et il connaît le comportement de ces coureurs sur des courses similaires. Il analyse le niveau
de performance antérieure de tous les athlètes qui sont connus. Et ensuite, il va essayer de faire en sorte que ça matche avec cette nouvelle course. Donc, d'après l'UTMB, la précision de la distance et du dénivelé sont pas très importants car ils servent uniquement à identifier un format de course sur lequel l'algorithme va pouvoir se baser pour ensuite aller chercher des résultats dans le passé. Donc, en fait, tous les coureurs connus de la base de données n'influencent probablement pas de la même manière le calcul de la cote de la nouvelle course à définir. En fait, plus ils ont des antécédents sur ce format, plus ils sont récents, plus ils sont réguliers, plus le programme va probablement les prendre en compte. Donc là, en fait, c'est la partie qui manque un petit peu de transparence et on ne sait pas exactement comment se comporte l'algorithme en fait dans ces analyses. Et pour résumer, c'est un programme qui fait en sorte que le niveau de performance globale des athlètes de cette course à côté soit le plus proche possible de ce qu'ils ont déjà dans la base de données. Donc, plus il y a de coureurs connus dans la course à côté, plus la cote va être précise et cohérente avec les anciennes courses. Pour expliquer, pour que les gens comprennent un peu mieux, en gros, si la moyenne des coureurs, alors quelle moyenne exactement, on ne sait pas, mais si à peu près le coureur moyen sur une course vaut 550 par exemple de cotation, on doit retrouver normalement 550 sur la cotation moyenne de ces mêmes coureurs après avoir coté la course. Ça fonctionne plus ou moins comme ça. Donc après, avec peut-être des petits ajustements, comme tu l'as dit, c'est pas très transparent, c'est pas exactement ce qu'ils font, mais pour bien que vous compreniez un petit peu la logique et le fonctionnement du calcul. Ouais, t'as raison, c'est bien de donner un exemple avec des nombres. Par exemple, il y a 100 coureurs qui viennent de finir une course, et donc il y en a 60 qui sont connus de la base de données, et ces 60 coureurs-là, d'habitude, quand ils font une course sur un format proche, eh bien, la moyenne de leur perf va être de 550, comme l'a dit Nico. Et bien sûr, la nouvelle course, l'algorithme fait en sorte de définir un niveau de performance qui va essayer de se rapprocher le plus possible de ce qui existait déjà, donc là 550 pour ces coureurs-là. Donc ça, c'est le fonctionnement théorique de la cotation UTMB actuelle. Donc Michel Poletti dans Let's Trail, il revendique ne pas avoir changé les principes de calcul depuis le début de son existence, donc même antérieur à l'ITRA. Ça, c'est quand même relativement impossible puisque pour qu'un algorithme de statistique qui fonctionne sur une base de données, il faut d'abord créer cette base de données. Et à un moment donné, eh ben, il a bien fallu il a bien fallu définir de façon un petit peu plus arbitraire et non statistique les performances sur les courses. Et donc au début, c'est sûrement une méthode qui se rapprochait plus de ce qu'utilise l'ITRA aujourd'hui. Ouais, on fait un petit résumé de tout ce que tu nous as dit là, Mathieu, pour synthétiser. En gros, au début, on crée un algorithme qui va sortir un score en rentrant plein de data, notamment dans ce cas-là, les distances, les dénivelés, et notamment ce qu'on appelle, tu vas le préciser après, mais le kilomètre effort souvent. Et ensuite, une fois qu'on a suffisamment fait tourner notre base de données, on a plein de données, et en fait, après, on fonctionne juste avec ces données en se disant que bah, sur des grands échantillons, les coureurs en moyenne se comportent toujours de la même manière et à partir de ça, on fait une cotation des nouvelles courses qu'on a envie d'évaluer. Donc voilà, vous pourriez vous dire, non, mais souvent, par exemple, il y a des coureurs qui perfent moins bien que d'habitude et il y a beaucoup de coureurs qui abandonnent, etc. Et en fait, quand on a des gros nombres de coureurs, eh bien, ces effets se compensent parce qu'il y en a aussi qui vont aller courir plus vite que d'habitude. Et donc, c'est pour ça que plus le nombre de coureurs est grand, plus c'est précis parce que un coureur qui va plus vite que d'habitude sera compensé en moyenne par un coureur qui va moins vite que d'habitude. C'est ça, c'est comme ça, en étudiant les bases de données, on peut voir que c'est fiable. Et donc voilà pour la partie UTMB qui revendique se baser uniquement même désormais sur les statistiques et qui ne pas faire d'ajustement manuel. Mathieu, Et c'est une question qui revient assez souvent au niveau des pratiquants. Est-ce que du coup, ou c'est peut-être moi qui ai mal compris, mais est-ce que si on a une course avec une énorme densité de coureurs qui courent qui ont des cotations très élevées d'habitude, est-ce qu'on aura une tendance à la cotation moyenne qui ira vers le haut ou pas? non, 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 pas du tout, puisque en fait, le système, il sait avant que ces coureurs, ils courent vite. Donc, même si les chronos semblent très bons, le système saura que tous les athlètes qui courent très vite l'ont déjà fait par le passé. Donc, ça va pas influencer vers le haut, sauf s'ils courent tous très doucement ce jour-là. En fait, s'ils courent à leur niveau de performance, le système, il regarde les résultats antérieurs. Donc, s'il y a beaucoup d'athlètes très bons et que les chronos de cette course semblent très bons, ça va pas forcément tirer vers le haut. Ok. Et du coup, là, tu nous expliquais qu'il y avait enfin, t'allais nous expliquer qu'il y avait des différences entre l'ITRA et l'UTMB et concrètement, quelles sont les différences? Parce que
on l'a rappelé un petit peu, mais l'UTMB a créé un petit peu son propre algorithme sur les bases de l'algorithme de l'ITRA. Mais concrètement, c'est quoi les différences avec l'ITRA, justement? En fait, l'ITRA utilisait l'algorithme qui a été créé par Didier Kurdi pour coter ses courses, sans avoir accès en fait à son fonctionnement, mais ils utilisaient les résultats de cet algorithme. Et c'est lorsque l'UTMB et l'ITRA se sont séparés du coup autour de 2020 que l'UTMB a gardé cet algorithme et l'ITRA a dû utiliser sa base de données qui avait été créée grâce à cet algorithme pour essayer de reproduire un algorithme similaire. Donc c'est là ils ont fait appel à des gros geeks, des vrais geeks pas comme nous. Qui savent vraiment faire la statistique pour recréer un algorithme qui puisse évaluer la performance. En gros, pour schématiser, on a l'UTMB qui a fait le choix, qui avait l'algorithme, qui a l'algorithme qui normalement calculait le score avec différentes données. Donc il l'avait eux, il appartient à Didier Kurdi, qu'il a jamais rendu public, y compris à l'ITRA. Donc en gros, je sais pas comment ça faisait, mais ça tournait, mais sans qu'ils aient accès exactement à ce qu'il y avait dans l'algorithme. Et donc, eux, ils avaient ça, mais ils ont décidé d'utiliser plus que leur base de données de tous les scores qu'ils avaient récupérés pour faire que des stats dessus, de ce qu'ils disent hein, en tout cas, alors que l'ITRA, elle, avait une énorme base de données, et à partir de cette base de données, elle a reconstitué l'algorithme qui était utilisé. Donc théoriquement, quand ils sont séparés, si l'ITRA a bien travaillé, ils avaient les deux mêmes algorithmes, mais l'UTMB, je pense, pour se démarquer, a décidé de quitter ce choix d'utiliser, entre guillemets, Mathieu va le développer, mais le kilomètre est fort, et de ramener la perf à une perf théorique pour utiliser plus que de la statistique. Donc voilà, pour continuer maintenant sur comment fonctionne l'algorithme actuel de l'ITRA, ils aiment bien l'expliquer de la manière suivante. Donc pour une course, ils font la conversion du parcours en kilomètres effort. Donc ça, vous êtes sûrement nombreux à savoir déjà comment ça fonctionne. On considère que chaque centaine de mètres de dénivelé positif, elle est équivalente à 1 kilomètre de distance. Et on ajoute cela à la distance du parcours. Donc par exemple, un parcours 50 km avec 1800 mètres de dénivelé, ça nous fait 68 km effort. Et ensuite, ils vont utiliser cette distance pour établir un record du monde théorique du 68 km. Donc là, c'est assez facile à faire en fait. Et ils extrapolent à partir du record du monde du 50 km et celui du 80 km. Et en fait, si on met tous les records du monde sur un graphe, on peut tracer une courbe et ensuite on peut extraire de cette courbe le record du monde théorique du 72 km ou dans notre cas du 68 km. Et ces records du monde vaudraient 1000 points. Et ça sert de base, en fait, pour coter la suite et pour donner des cotations à tous les autres coureurs. Donc, si vous mettez le double du temps du record du monde, eh ben, vous cotez 500. On divise par deux le niveau de performance. Si vous mettez le triple du temps, vous cotez 333. Parce qu'on là, vous auriez divisé par 3 le 1000 qui est le maximum. Mais ça serait trop beau pour être aussi simple, puisque ce mode de fonctionnement, il oublierait, en fait, ce qui fait la beauté du trail, ce qui est la technicité, les conditions particulières et la singularité de chaque course. En fait, deux trails avec 68 km effort peuvent avoir des chronos très très différents. Donc c'est pour ça qu'ils sont passés à l'étape 3. En fait, c'est un rétro-contrôle statistique qui est en fait la même chose que fait l'UTMB et qui va faire en sorte d'ajuster les résultats de la course pour les faire matcher le plus possible à ce qui est déjà dans la base de données. Et donc, d'après leur méthode, ça permet d'ajuster le record du monde théorique. Ils vont utiliser ce rétro-contrôle statistique pour varier un petit peu le record du monde théorique sur ce parcours en fonction des conditions du jour. Et la même chose que l'UTMB, eh ben, ils se servent des athlètes qui sont sur la course et qui sont déjà connus et comment ils se sont comportés avant. Et ensuite, l'ITRA le dit clairement, ils ont une étape vraiment de rétro-contrôle humain. Ils vont encore essayer de compenser parfois les biais que peut proposer l'algorithme. Donc, ils vont par exemple regarder si une course a eu des parcours et des conditions similaires sur les années précédentes et faire en sorte, du coup, manuellement, que s'il y a même parcours, même conditions, et ben pour un même chrono vaudra le même score. Donc, ils font des petits ajustements manuels comme ça qui permettent d'être plus logiques. Donc, pour un niveau de performance, ça semble quand même assez logique que si on met le même temps à Sierzinal une année que l'année suivante et que les conditions étaient proches, qu'on fasse la même cotation. Donc, c'est pour que ils s'assurent un petit peu que ça marche bien. Non, juste là sur ce que tu viens de dire, effectivement, à l'ITRA, ils sont hyper réactifs et moi, ça m'est arrivé plusieurs fois de leur envoyer des mails parce que j'avais constaté des petites dingueries, notamment sur une mauvaise distance et un mauvais dénivelé. Et en fait, ils sont très réactifs, ils répondent à ça, notamment les courses que vous avez faites, vous leur envoyer votre trace GPX et ils se feront un plaisir de prendre votre trace GPX et de la mettre comme trace référence pour la cotation.
Et aussi, je crois, Mathieu, que sur l'ITRA, il y a ce qu'on appelle des coefficients qui vont un petit peu justement aussi contrôler la cotation en fonction du format des courses, c'est ça? Ben en fait, ça c'est ce qu'ils utilisaient, je pense, au début pour créer la base de données, quand c'était les premières courses. Ils disaient, bah, on met un petit coefficient technicité, on met un petit coefficient altitude. Au lieu des coefficients, c'est le rétrocontrôle statistique. Ce rétrocontrôle statistique va mettre des petits coefficients pour faire ralentir le record du monde théorique à plat pour que ça matche avec les conditions du jour. C'est bien le record du monde, le kilomètre effort permet de prendre le record du monde à plat. C'est bien à préciser. Du coup, l'idée, c'est de se dire, on essaye d'estimer sur quelque chose où on a un référentiel qui est plus sûr et le plat est un référentiel qu'on connaît mieux, quoi. Et en tout cas, je sais pas pour vous, les auditeurs et les auditrices, mais personnellement, j'ai beaucoup plus compris, j'ai beaucoup plus accroché avec le fonctionnement de l'ITRA, qui d'ailleurs, on en parlera tout à l'heure, mais se traduit aussi par des cohérences de cotes qui, je trouve, plus pertinentes. Donc, avant de parler de ça, Nico, tu peux nous parler un petit peu du troisième acteur qu'on a dans ces cotations. C'est un acteur belge qui s'appelle Bitrail. Tout à fait. Donc, Bitrail, ça a été créé à peu près en 2015-2016, je crois. Donc, ils ont commencé à travailler avant parce que si vous avez suivi les explications de maths, si demain vous essayez de créer un algorithme, il vous faudra un certain temps quand même pour créer votre base de données avant de pouvoir le faire tourner et avoir une certaine fiabilité sur le calcul. Donc, la différence quand même qui est quand même assez importante entre Bitrail et les deux autres indices, c'est que déjà, on n'a pas la même échelle. Là, on a parlé d'une échelle qui va, entre guillemets, de 0 à 1000. Là, c'est plutôt une échelle qui va de 0 à 100, même si dans l'absolu, c'est pas plafonné vers le haut, l'algorithme Bitrail, et que le temps le plus bas possible, bah, lui, est conditionné par les barrières horaires. Donc, le 0, ça serait un temps infini pour faire une course, donc ça arrive jamais. Donc ce 100, il est parfois déplacé. J'ai trouvé un exemple sur une des peut-être des plus belles perfs qu'on a eu dans le monde du trail. C'est la performance de Jim Wamsley à l'UTMB 2023 où il a eu un 103,84. Et avant de rentrer plus dans les détails, juste pour vous donner un petit peu le fait qu'il y ait des petits biais, par exemple le record de Kilian Jornet à Sirdinal est coté entre guillemets seulement 96,91. Là, on voit qu'il y a un petit décalage selon les formats sur cet indice. Euh, Sinon, sur la manière de calculer cet indice, Bitrail utilise un peu plus l'approche statistique et comparaison des temps, comme on l'a vu avec l'index UTMB. Donc, en gros, bah, ils ont une base de données avec plein de coureurs et en fait, ils comparent les temps des coureurs les uns par rapport aux autres et avec ça, ils projettent un score. Donc, en gros, pour reprendre un exemple, si un coureur qui vaut 45 en moyenne, enfin des coureurs qui valent 45 en moyenne mettent 4 heures pour faire un parcours. Si un coureur, entre guillemets, élite, met 2 heures pour faire ce parcours, il aura le score de 90. Donc en fait, ça fonctionne comme ça, ils font plein de comparaisons et à partir de ça, ils sortent un chiffre. Donc eux, ils prennent, selon ce qu'ils disent, pas du tout en considération le dénivelé, le terrain, rien du tout de tout ça. Ils font juste tourner leur algorithme et vu qu'ils connaissent bah, les coureurs qui sont présents sur le parcours, ils arrivent à projeter un score. Donc bah, la petite limite, c'est qu'ils utilisent tout le temps la même valeur pour les coureurs, de ce que j'ai compris, quels que soient les formats. Alors que si vous nous avez suivis avant, il y a quand même une différence qui est utilisée notamment chez l'index UTMB où la distance et le dénivelé exactement sont pas pris en compte, mais par contre ils sont quand même considérés pour prendre au plus juste le niveau des coureurs, ce qui est pas fait chez Bitrail de ce que j'ai compris. Ensuite, vous avez, si vous êtes déjà allé sur le site, vous avez un niveau Bitrail qui correspond à votre indice de performance, donc qui est un niveau calculé sur une moyenne pondérée des trois performances qui sont les plus représentatives selon eux. Donc c'est un peu subjectif ce qui derrière ce représentatif, mais en gros c'est les performances les plus récentes et qui sont aussi conformes au niveau supposé du coureur. C'est-à-dire qu'ils vont pas prendre vos trois dernières performances parce que si vous avez fait un mauvais résultat, alors plutôt un mauvais résultat qu'un bon résultat, mais si vous avez fait un mauvais résultat, ils vont pas le prendre dans le calcul. Et ça, vous pouvez le voir par exemple quand vous cliquez sur votre niveau Bitrail, vous verrez les trois cotations qui sont prises pour le calcul de votre niveau. Et donc moi, de ce que j'ai remarqué, un petit peu des limites, on va en parler après, mais l'indice Bitrail a plutôt tendance à fonctionner assez bien au milieu du peloton et un peu moins sur les extrêmes, comme je vous l'ai cité tout à l'heure avec l'exemple de Jim Wamsley sur l'UTMB 2023 et de Kilian Jornet avec son record à Sirdinal, où on peut quand même, de notre expérience, je sais pas ce que vous en pensez les gars, mais penser que
en termes de performance, la perf de Kylian est sûrement l'une des plus hautes du milieu du trail running, toutes distances confondues, ce qui est peut-être pas encore le cas de la perf de Jim, qui est peut-être un peu plus améliorable sur l'UTMB. Effectivement, Nico, c'est reste assez troublant et déroutant de voir que la performance de Jim a dépassé les 100 et que la perf de Kylian est seulement dotée d'un 96. Après, comme on l'a dit un petit peu depuis le début, comme on vous l'a présenté, ces cotations, elles sont biaisées par moment, elles sont pas toujours ultra cohérentes toujours. Et d'ailleurs, on va pouvoir entrer un petit peu dans ces incohérences-là, on vous a soulevé pas mal d'exemples qui montrent que y a parfois des incohérences, mais les hommes et la science, comme la science ne sont pas et les statistiques ne sont pas parfaits, donc on va vous donner un petit peu des exemples là-dessus. Et Mathieu, juste, tu avais une petite réaction par rapport à... Ouais, là, je pense que par contre les statistiques fonctionnent bien, les statistiques sont parfaites. Après, c'est l'utilisation qu'on en fait et les groupes sur lesquels on les applique qui sont pas toujours, qui rentrent pas forcément toujours dans les catégories. Allez, on va pouvoir enfin souffler un petit peu et puis accueillir notre invité du jour. On va le laisser se présenter. On vous a annoncé que c'était devenu une icône dans le milieu du trail depuis quelques années maintenant. Donc, invité et auditeur, présente-toi s'il te plaît. Salut les gars, c'est gentil de m'inviter sur le podcast pour parler un petit peu des cotations. Est-ce que vous avez reconnu sa voix? Peut-être pas. Que je me présente? Allez, présente-toi un petit peu. Fleury Roux, je suis trailer, orienteur aussi, et puis voilà, je pratique un petit peu toute discipline outdoor. Joueur d'accordéon aussi. Ouais, joueur d'accordéon pour ceux qui ont suivi. Je suis blessé, donc faut que je m'occupe. Donc Fleury nous fait le plaisir d'être là avec nous parce que déjà c'est un auditeur fidèle, donc c'est chouette. Et puis il va avoir des exemples à nous partager des petites dingueries qu'il a pu constater en cotation. Donc on parlait des sous-cotés, des sur-cotés. Toi Fleury, t'as deux exemples, je crois, de ce truc-là justement. Ouais, alors enfin c'est toujours c'est vrai que les cotes on les regarde souvent à la fin des courses parce que notamment je trouve qu'elles ont une influence notamment quand tu cherches des fois à te qualifier sur certaines courses ou à obtenir des dossards, ça peut avoir une grosse influence. Et c'est vrai que récemment j'ai vu que sur un 33 km au X-Trail Courchevel, j'avais clairement surcoté puisque j'ai fait ma meilleure cote à vie alors que à la fin de la course mon impression n'était pas du tout celle d'avoir fait une bonne course. J'ai coté à 857, donc ça m'a paru beaucoup. Sur Itra? Ouais, sur Itra. C'est autour de mes meilleures cotes. Et en fait, en allant voir un petit peu les résultats des autres années, j'ai regardé Thomas Cardin qui l'avait couru en 2021, avait mis quand même 15 minutes de moins que moi et avait coté seulement 14 points de plus pour un parcours vraiment très très similaire. J'ai regardé, il y a vraiment deux petits changements à certains endroits. Et du coup, c'est vrai que ça fait poser des questions. Déjà, on a souvent tendance à dire qu'on est sous-coté, mais là, d'être surcoté comme ça m'a paru bizarre. Du coup, j'ai été mieux coté que beaucoup de courses sur lesquelles j'ai ressenti être plus performant. Et du coup, tu te poses forcément des questions quant à la fiabilité de cette cote. Et justement, en course qui était sous-cotée, c'était la MCC de l'an passé, où j'avais coté à 850 et par rapport à ma course de Courchevel, je mets 10 minutes de moins et pourtant sur le parcours de la MCC, il y a bien 5 km de plus et 200 mètres de dénivelé en plus. Et pourtant, j'estime que le parcours en termes de technicité, il était équivalent. Donc c'est vrai qu'il y a vraiment quand on regarde un petit peu les courses, il y a vraiment des petits détails qui font que sur les cotes, parfois t'as l'impression que ça merde un petit peu. Et par rapport au ressenti de ta performance par rapport aux autres, et tu vois souvent que ça corrèle pas. Je crois qu'on a déjà toutes et tous été confrontés à ça. Mathieu, tu voulais réagir? Ouais, je voulais poser des petites questions à Fleury pour essayer un petit peu de trouver les sources de ces résultats-là. À Courchevel, il y avait combien d'inscrits sur ta course? J'ai pas fait attention. Alors c'était une course pleine, hein. Il y avait, au total, alors c'est un petit peu particulier comme format de course parce que c'est une course où tout le monde part en même temps et chacun choisit son parcours en fait au cours de la course. Donc tu as un parcours de 11 km, un de 22, un de 33, un de 44, un de 55 et un de 66. Est-ce que tu sais combien il y a eu de finishers du coup sur le tien? Je dirais autour de 300, mais là par contre j'ai pas les chiffres. 300 c'est pas mal, exact, mais en fait plus les échantillons sont petits, plus la... Ouais, 359 tu vois. Combien? 359. Ok.
Parce qu'en fait, plus les échantillons sont petits, plus l'algorithme peut faire des erreurs. Et un autre truc que Nico a dit tout à l'heure, c'est que si toi, t'as fini, et ensuite, est-ce qu'il y a eu des changements dans la météo? D'un seul coup, il s'est mis à faire mauvais, et du coup, tout le monde est allé ensuite beaucoup plus lentement sur leur parcours, sur la suite. Ça peut être aussi une explication, quoi. Ouais, pour le coup, là, cette année, c'était plutôt une bonne météo. Enfin, il n'y avait pas de mauvaises conditions. Et au contraire, j'ai regardé sur Thomas Cardin, donc, qui avait fait le même parcours il y a 3 ans. Et lui, sur son Strava, alors j'étais pas là le jour de la course, mais il a dit qu'il y avait des conditions épouvantables, que ça glissait dans les descentes et Ah ouais. que justement, que c'est au contraire, quoi. Ça m'a paru encore plus bizarre. Donc, ceux qui veulent côté, venez faire le X-Trail Courchevel, ça, ça va marquer des points. Ouais, Et, fois, et des fois, on comprend pas, hein. ça me fait réagir aussi. Après, c'est souvent sur l'ITRA où on constatait ce genre de petites dingueries où il y avait notamment des profils de personnes qui avaient jamais coté au-dessus de 800. Et puis là, on voyait une course où ils avaient coté à 830 ou 840. Et souvent, c'est sur des courses, alors qu'on avait remarqué, notamment des courses assez techniques où il y a beaucoup d'altitude, où en fait sur le papier, on a l'impression que c'est technique parce qu'il y a de l'altitude, c'est dans un univers montagneux. Et en fait, sur le terrain, bah, comme tu le dis, Fleury, potentiellement, Courchevel, c'était pas non plus hyper technique. Malgré tout, tu as une altitude moyenne qui doit être assez importante. Et généralement, sur ces courses-là, on constate notamment sur l'ITRA que si tu sors un bon chrono ce jour-là, tu peux avoir une très belle cote. Ah, ça a toujours été un biais que moi j'explique de la manière suivante, c'est que en fait, quand tu mets de la technicité sur un parcours, tu crées deux potentialités d'écart entre les coureurs, à la fois un écart de physique et aussi un écart de capacité technique, ce qui fait que tu as deux possibilités, on va dire, de creuser de l'écart et que du coup, moi souvent j'ai constaté que sur les courses techniques, tu as plus d'écart au coureur moyen, on va dire. Et donc, du coup, bah, vu que tu lui mets plus d'écart et que le coureur, ben, on considère qu'il a tel niveau quand même dans le calcul, et ben, les coureurs qui réussissent le mieux à s'en sortir dans ces conditions-là vont mécaniquement avoir une meilleure cotation quand même. On pourrait le voir d'une façon différente. Si c'était pas technique, un 10 km, un coureur très bon, il le fait à 20 km heure et le coureur moyen à 10 km heure. Tu mets des cailloux partout au milieu, c'est beaucoup plus dur de courir à 20 km heure. Donc là, le coureur qui est très bon avec des cailloux, il va devoir diviser sa vitesse il va devoir pouvoir courir qu'à 3/4 de sa vitesse à 15 à l'heure. Et en fait, celui qui court à 10 km heure, eh ben, c'est pas beaucoup plus dur de courir à 10 km heure quand il y a des cailloux partout au milieu. Du coup, il va courir un petit peu moins vite, mais il va courir à 9 km heure au lieu de 10. Parce que tu dis, Mathieu, je pense que ça rentre effectivement en ligne de compte, je pense, mais plutôt sur la capacité à calculer le mille théorique. Parce que par exemple, je pense que sur certains parcours, au bout d'un moment, il arrive une limite qui fait que peu importe ton niveau physique et ton niveau technique, tu vas pas pouvoir dépasser une certaine vitesse. Et donc, je pense que des fois, on a du mal à interpréter bien le mille. Par contre, globalement, le fait que tu mettes de la technicité, à mon sens, souvent les meilleurs coureurs, alors pas tous, mais les tout meilleurs coureurs du monde, ils sont quand même plus à l'aise sur du terrain technique et ils feront sûrement plus de différence dans une descente très technique où il y a genre des cailloux, faut mettre les mains, que d'une descente plus propre. Ouais, c'est probablement vrai aussi. La Bah, en tout cas, moi, je technicité, me rappelle avoir vu des cotations complètement. À l'époque, il y avait une course c'était en Écosse où on voyait des cotations délirantes. Ils sortaient des 930, 940 à l'époque, alors que quand tu interrogeais les coureurs, ils disaient très clairement qu'ils n'avaient pas couru à ces niveaux-là, quoi. ouais, les Fleury. skyrunning ont tendance à beaucoup coter quand même, enfin coter assez haut toutes les manches de skyrunning quand on regarde par rapport aux courses qui sont globalement plus roulantes. Théo, tu nous avais un petit exemple aussi d'une fois où la cotation bitrail, là, selon toi, n'a pas bien marché. Ouais, j'avais pris en exemple la GTL, donc c'est le Grand Trail du Lac, c'est une course qui fait le tour du lac du Bourget. Et donc pour comparer les différentes éditions, j'ai comparé les temps pour la gagne et la cotation aussi pour les 10 heures. Donc en gros à chaque fois c'est pour la gagne c'est entre 7h37 et 7h32 et par exemple en 2022 ça valait 80-25 et en 2024 donc pour 7 minutes pour 5 minutes de plus on a une cotation qui est à 76,57. Du coup, ça fait quand même un gros écart pour seulement 5 minutes. J'ai pas calculé le pourcentage, mais pour moi, c'est pas cohérent. Et pareil pour le 10 heures. En 2022, ça faisait coter à 60,5. En 2023, ça faisait 58,5. Et en 2024, ça faisait 58,5 aussi. Donc moi, j'avais l'impression qu'entre 2022 et 2023, il y a eu un changement où, entre guillemets, l'algorithme Bitrate, il s'est durci. Et par contre, il y avait une cohérence entre les résultats de 2023 et 2024, sachant que c'était exactement le même parcours et que les conditions étaient extrêmement similaires. Je pense que tout le monde l'a un petit peu constaté qu'il y avait des tendances relativement à la baisse sur les cotations
au fur et à mesure des années depuis 2021-2022 et sur les trois algorithmes. Mathieu, est-ce que tu as une réponse à pourquoi on a l'impression qu'il y a des cotations sont à la baisse? Eh ben, j'ai fait une petite liste pour conclure un petit peu cette partie-là du podcast de tous les biais qui peuvent faire que ces façons de calculer les algorithmes ne fonctionnent pas. Et il y a un de ces biais-là qui est si tout le monde court plus vite que son niveau moyen habituel, parce que c'est une grosse course objective ou parce que tout simplement le niveau moyen entre elles, il augmente et tout le monde progresse petit à petit, eh bien, en fait, l'algorithme, il va pas pouvoir forcément le détecter. Il va comprendre que les conditions étaient meilleures. Donc, si tout ton échantillon il progresse, et ben les cotations vont rester les mêmes, alors que parce que tout le monde a progressé de la même manière. Et donc l'algorithme pense qu'il y a eu des conditions meilleures et on se retrouve avec des cotes pareilles. Enfin, les athlètes gardent leurs cotes, mais les chronos sont allés plus vite, donc en fait on a des cotes moins bonnes pour des mêmes chronos. C'est potentiellement une des explications sur certaines courses. Et Ouais, du coup, puis c'est quoi? Qu'est-ce que selon toi ou selon vous, c'est une bonne chose que ce système se base là-dessus, puisque du coup là, on est un peu complètement perdu par rapport à tout ça et on sait plus concrètement qui vaut combien, qu'est-ce qu'on vaut nous réellement. C'est compliqué. bah, en fait, si tu veux, Alex, il y a une question qui est aussi déjà un choix, on va dire, à la base, qui est de savoir est-ce que je produis un modèle et en fait, le principe d'un modèle, c'est de pas intervenir. Parce qu'en fait, quand tu es sur des grands nombres, venir modifier manuellement, tu as autant de chances de faire des erreurs que de laisser, on va dire, les stats faire leur effet. C'est pour ça qu'en fait, il faut quand même garder à l'esprit, et ça, je pense qu'il faut que les gens en retiennent aussi, c'est que par exemple, si vous faites des courses chaque année relativement similaires, on va prendre un exemple, peut-être celui que je connais le mieux, le Grand Trail des Templiers. Pour moi, si vous voulez analyser votre performance au Grand Trail des Templiers, analysez votre temps, pour analyser par exemple quand il y a des petites modifications, les différences que vous avez mis pour faire les nouvelles sections et comparer ça parce que pour moi au Templier notamment les conditions en principe elles sont quand même relativement stables et à mon sens c'est une meilleure approche de comparer des temps sur le parcours similaire que de dire on va laisser faire les statistiques parce que il y a quand même autant de chances de se tromper au niveau statistique parce que c'est pas ultra précis au point près que de comparer un temps sur un parcours qui est identique quoi. C'est si pour prendre un exemple, on va pas par exemple faire parcourir un marathon à des gens dont on a mesuré effectivement que ça faisait 42 kilomètres et se dire on va regarder l'antécédent des records de tous les coureurs sur le marathon pour estimer leur temps sur ce marathon. Non, on va prendre le temps objectif parce que c'est facile de le mesurer. Donc ça, faut quand même le garder à l'esprit. Et comme on l'a dit quand même depuis le début, on analyse une tendance. Et donc finalement, logiquement, il y a un autre truc, un biais que Mathieu a pas cité, que je vais citer, c'est aussi que on a tendance à dire ah bah là j'ai été sous-coté. Par contre, quand c'est un peu favorable, on n'a pas tendance à le dire et on le prend en considération aussi quoi. C'est-à-dire que j'en sais rien si tu as estimé que tu vas aller 800 sur la course, s'il te score 815, tu vas pas aller dire ah non mais vous êtes sûr qu'il y a bien 815 quoi. Tu vas dire ah tiens 815 tant mieux je le prends. Alors que à l'inverse, si à un moment tu vaux 800 et que ça te cote 785, tu vas peut-être dire à l'ITRA mais regardez vous avez pris telle distance, tel dénivelé, il y avait un peu plus tu vois. Donc il y a aussi ce biais je pense dans la perception qu'on a des cotations. Mm. Parce Ouais, que pour après, citer une anecdote du podcast de Let's Trail, où la personne qui intervenait, j'ai mangé son nom pour Bitrail, disait que souvent, alors eux, comme si vous avez bien suivi, on a expliqué qu'ils tenaient pas en compte des distances et des dénivelés, mais néanmoins les gens le savent pas, donc leur envoie des mails et ils ont dit on n'a jamais reçu de mail pour nous dire que la distance et le dénivelé étaient inférieurs à ce qui était publié sur le site. Mais c'est le Donc jeu, c'est ça normal. non, mais ça montre qu'il y a un biais dans la perception et qu'il faut que les gens l'aient aussi en considération. Et souvent, on voit quand c'est sous-évalué. Mais comme l'a dit Fleury, il a dit, enfin, moi, je le connais un peu, enfin, assez bien, Fleury, parce que parfois, je le conseille et tout. Et c'est vrai que quand il a sorti cette performance, il n'était pas au summum de sa forme, quoi. Donc, forcément, ça t'interpelle quand tu as un score qui sort aussi haut comme ça. Vas-y, Fleury. après, ouais, le problème aussi de ces cotations, du coup, c'est on y donne beaucoup trop d'importance et c'est un peu ce que je regrette, c'est que les courses, finalement, enfin, que ce soit les sponsors, les contrats ou toutes les courses qui tournent autour un petit peu du trail vont donner de l'importance au quotidien et pour le coup, si elles sont un petit peu biaisées par moment, je trouve que ça va fausser un petit peu la valeur du coureur. Et entre un coureur qui va être bon dans le technique, qui va être bon sur le roulant, voilà, je trouve on y met un peu trop d'importance sur certaines courses pour de la qualification ou autre.
Et du coup, je trouve ça dommage de les prendre vraiment comme une valeur précise du coureur. Et du coup, est-ce que, Matt, je te laisse réagir après, est-ce que c'est encore pertinent, selon vous, avec tout ce qu'on vient d'expliquer, que des organisations mettent des critères en place et qu'elles disent, à partir de 800, vous avez payé pas de dossard, à partir de 850, vous payez pas votre dossard et en plus, vous êtes logé. Est-ce que c'est encore pertinent de garder ce système-là? Mathieu? Mais je Fleury, pense que vas-y. c'est le moins pire en fait. C'est sûr qu'on voit que c'est pas parfait et qu'il y a des biais, mais comme on l'a expliqué en intro, ben, c'est le seul moyen qu'on a un petit peu de comparer les performances et de faire avec, quoi. Fleury, tu voulais dire un dernier mot par rapport à tout ça? Ouais, bah peut-être aussi, du coup, si ça prend de l'importance aussi, rajouter de la transparence, peut-être sur l'algorithme et sur la manière dont c'est fait, parce que bah on peut pas laisser les coureurs. Enfin, quand on regarde les courses, on se dit bah ils devraient coter à temps, et finalement c'est pas le cas. Qu'il y ait plus de transparence de la part de l'ICRA, de l'UTMB ou Bitrai sur certains de leurs algorithmes pour qu'on puisse comprendre un petit peu mieux et puis que pour éviter qu'il y ait toujours ces débats sur la cotation, quoi. Avant de passer à la partie suivante, je vais conclure un petit peu les biais et les erreurs de ce que peuvent faire les algorithmes. Donc, j'ai noté quelques points. Donc, il y a bien sûr toujours la taille de l'échantillon. Si l'échantillon est trop petit, ben, c'est dur de se baser sur la statistique pour coter. Donc, des bons exemples, c'est par exemple la Hard Rock où on a à peine une centaine de coureurs au départ. Donc, un bon exemple d'une belle erreur, enfin, d'une belle incohérence, c'est que Kylian gagne en 2022 en 21h36 et est coté à 949. Et 2 ans plus tard, donc sur le même parcours, Ludovic Pomeré met 21h33, soit 3 minutes de moins et il score à 912, donc presque 40 points d'écart. Donc là, c'est probablement la taille de l'échantillon qui a fait que l'algorithme n'a pas marché. Deuxième erreur, deuxième chose qui fait que ça peut ne pas marcher, donc c'est ce que, pour répondre à cette question Alex, de cette impression que les algorithmes deviennent de plus en plus sévères, c'est si tout le monde va plus vite, et ben l'algorithme, comment l'algorithme peut le savoir? Et puis ensuite, un des postulats aussi de ce fonctionnement statistique, c'est que en compétition, ça serait qu'en compétition, tout le monde court pour faire la meilleure performance possible. Et or, ça se vérifie pas toujours. Donc, par exemple, notamment en ultra, où il y a des coureurs dont le but c'est juste de finir, ils prennent leur temps et ils vont pas au maximum de leur performance. Et ça peut aussi ne pas faire très bien marcher l'algorithme. Et ça peut aussi, c'est quelque chose aussi qui peut se voir sur les courses de qualification. Donc, si on est obligé de faire une course pour se qualifier pour une autre et qu'il faut juste un niveau minimum, mais que c'est pas très dur, donc l'algorithme ne peut pas forcément le détecter. Et ça, j'ai un bon exemple, c'est le trail givré, donc en ce début d'année 2024, où une part significative des très bons coureurs, ils sont juste venus pour finir, et ils n'ont pas fait la course à fond. Et ça a entraîné, selon moi, un léger surcotage, si je peux créer ce mot, de la course. L'algorithme se dit, ouais, les conditions étaient très mauvaises, il y a beaucoup de très bons coureurs qui ont mis des chronos moyens, et bien résultat, les coureurs ayant couru à fond se sont probablement vus un petit peu surcotés à l'avant. Et un dernier biais donc que moi j'ai listé, c'est les conditions différentes donc pour l'avant du peloton et l'arrière du parcours. Donc si un très bon coureur termine avec des bonnes conditions, puis qu'ensuite il se met à faire un orage de grêle ou que tout le peloton est ralenti, ben, le coureur qui était à l'avant se verra forcément un petit peu se verra lui la course sera coté justement, mais lui il sera un petit peu mieux coté. Ou quand il y Donc a un bon, mètre de je pense neige, qu'on a fait ça a fait une bonne Fleury peut témoigner. Ouais. Allez, comme on l'a dit, donc les systèmes de cotation seront toujours imparfaits et on aura toujours des débats à faire sur ces cotations-là, mais ce qui peut être intéressant, c'est de savoir comment mesurer sa progression sans ces cotations-là, mais purement en se basant sur les données qu'on a sur le terrain. Et Théo, tu peux nous faire une petite liste justement de sur quelles données on peut faire reposer notre progression et notre performance. Ouais, du coup, si on veut pas prendre en compte un parcours type ou une cotation, ce qui peut être intéressant, c'est en amont de la course, définir un, deux ou trois objectifs en dehors du chrono. Et donc, c'est une liste non exhaustive, mais on peut commencer par le pacing régulier dont on vous avait parlé il y a 2 ou 3 épisodes. Donc, c'est par exemple avoir une FC la plus stable possible, ou ça peut être remonter des places petit à petit, ou encore respecter les temps de passage prévus sur le plan de course. On peut aussi s'assurer que le plan nutritionnel a été suivi. Ça peut être aussi de ne pas lâcher mentalement, parce que des fois ça arrive qu'il y a des moments de la course où on se démobilise un peu. On peut encore prendre en compte la VAP, donc il faut que ça soit dans des conditions qui puissent se comparer, hein. Impossible de comparer, je sais pas moi, l'échappée belle, une course d'échappée belle avec une course à Chamonix. Et puis on peut aussi
déterminer des sections. Ça peut dire, je fais tel chrono sur tel boss en étant au seuil, ou alors plutôt dire, ok, cette descente, je vais essayer d'aller à telle vitesse, passer sous ce chrono-là. Donc ça peut être des choses qui sont intéressantes. Et par-dessus tout, je pense qu'il est bien, c'est sur une course B, réussir à maîtriser des choses qu'on n'arrivait pas à faire sur une course A. Et ça c'est quand même signe de progression pour la suite. Pas grand chose à ajouter, c'est très bien. La VAP, c'est quelque chose que moi, perso, j'utilise régulièrement et c'est vrai que sur des terrains identiques, c'est une belle, enfin, VAP, on rappelle, c'est la vitesse ajustée à la pente. Donc, en gros, c'est une équivalente vitesse si on courait à plat. Et c'est vrai que c'est une bonne manière sur des terrains similaires, à utiliser, et notamment aussi pour, au-delà des compétitions, mais concrètement, à l'entraînement, c'est une bonne métrique à suivre, je trouve, quand on s'entraîne régulièrement sur les mêmes terrains. Bon, messieurs, on a fait le tour de ce vaste sujet. On a été très long et très exhaustif. J'espère que vous allez continuer à nous suivre. Je vous propose potentiellement de faire une petite pause dans le podcast, de mettre pause, de souffler, d'aller boire un coup. Et puis, on se retrouve juste après avec la rubrique de Théo qui va nous parler des anti-inflammatoires. Ouais, alors j'avais prévu de parler de la tendinopathie d'Achille, de quelle pathologie c'était, comment on fait pour s'en sortir, jusqu'à hier soir où les Templiers ils ont sorti un post sur leurs réseaux sociaux où ils ont évoqué le fait que plusieurs des athlètes dans le top 10 ont été testés positifs aux AINS, et donc ça fait un petit peu le buzz, et j'ai trouvé ça complètement affligeant. Donc dans leur post, les Templiers nous indiquent qu'ils ont fait 28 prélèvements. Ça a été organisé par Pierre Saleb pour Athletes for Transparency. Il y a eu 18 prélèvements la veille et 10 lors des arrivées, et la sélection elle a été faite en fonction des cotes et du palmarès. Et sur les 10 prélèvements post-course, il y a quand même 5 tests où il y avait des traces d'ibuprofène. Alors malheureusement, ce qu'on ne sait pas, c'est si les prises des ibuprofènes, elles ont été avant la course ou pendant la course. Ça, c'est impossible de le dire. Pour rappel, l'AINS, enfin les AINS, ça signifie anti-inflammatoire non stéroïdien. Ce sont des médicaments utilisés pour réduire l'inflammation, soulager la douleur et faire baisser la fièvre. Et du coup, c'est quand même un avantage net qui peut être c'est pas du dopage, c'est pas considéré comme du dopage dans le règlement, mais c'est interdit. Et du coup, ce qui est important de retenir, c'est 2 points. C'est que ces molécules, elles posent problème, premièrement, pour la santé des athlètes. L'automédication, c'est une très mauvaise chose et c'est risqué d'avoir de grosses complications pour le système digestif et aussi pour les reins. Et puis aussi pour l'équité sportive, parce que un athlète A qui prend des anti-inflammatoires non stéroïdiens et un athlète qui n'en prend pas, on sait très bien qui est favorisé. Voilà. Et le problème aussi, moi, que j'ai trouvé dans la communication, par contre, des Templiers, c'est qu'ils ont dit qu'il y avait 5 athlètes, qui étaient positifs sur 10. Et donc, en fait, ça peut, entre guillemets, salir l'image d'athlètes qui n'ont rien à se reprocher. Perso, moi, je suis vraiment pour l'élimination et aussi pour que les athlètes positifs aient des sanctions. Même si c'est pris 24 heures avant, les anti-inflammatoires, pour moi, ça n'a aucun sens. Un athlète qui fait une semaine d'anti-inf avant une course, il doit pas pouvoir courir. Je suis pas médecin, mais personnellement, ça me pose souci d'un point de vue d'équité sportive. Voilà. Et je rajouterais que ça concerne pas que les athlètes élites. On en voit beaucoup dans les amateurs qui, pour quand même réussir à boucler leur course ou ne pas annuler, ils vont se gaver de petites pilules sans se rendre compte des dangers qu'ils prennent. Donc, si vous êtes blessé, malade, ne prenez pas le départ, soignez-vous. C'est pas la course de votre vie et vous pourrez prendre un dossard d'ici quelques semaines, quelques mois. Non, juste pour être précis là-dessus, il faut bien comprendre que donc la substance à laquelle ont été contrôlés positifs les athlètes, donc c'est l'ibuprofène, c'est des AINS, qui ne sont pas sur la liste des produits dopants de l'Agence mondiale antidopage. Donc, en fait, ils sont pas entre guillemets censés être suspendus. Par contre, les Templiers ont mis en place une politique de santé qui vise justement à proscrire ces AINS lors des courses. Donc, il y a quand même une différence à faire, puisque dans d'autres sports où il n'y aurait pas cette politique de santé ou dans d'autres courses, en fait, les athlètes qui seraient testés positifs à l'ibuprofène, ils encourraient pas à des sanctions. Non, ils sont même pas testés positifs parce que l'INS n'est pas recherché. Mais en Exactement. fait, il faut comprendre, et ce qui pose problème, en fait, pour moi, dans cette communication, c'est que on édicte un règlement, et je vais prendre mon cas. Je devais enregistrer un podcast le samedi après-midi, j'ai pas pu le faire parce que j'étais retenu pour le contrôle de la politique de santé. Très bien, je trouve ça bien, je m'y prête.
Mais c'est pas la première fois, contrairement à ce qui est dit, ça a été alors aux Templiers, c'est peut-être la première fois, mais il y a d'autres endroits où on a déjà vécu ça. Euh, on on crée un règlement qui est bon, qui est mauvais, c'est pas la question. La course, elle crée le règlement qu'elle a envie. Si elle dit, moi, j'ai pas envie qu'il y ait d'INS pour des raisons de santé et pour des raisons d'équité sportive, comme elle dit, il n'y a pas de ravitaillement à Perlo, il n'y a pas le droit au bâton dans la première bosse, ça fait partie du règlement. Et dans la mesure où on constate que des gens n'ont pas respecté le règlement, je ne comprends pas qu'il n'y ait pas de sanction, en fait. Peut-être que la disqualification, c'est disproportionné, mais pourquoi il n'y a pas 15 minutes? Et l'autre élément, c'est que on a vu, notamment sur les réseaux, des athlètes qui ont publié le fait qu'ils étaient négatifs. Bah, moi, je trouve ça pas terrible parce que des athlètes n'ont pas été contrôlés post-course parce qu'ils ont subi des vrais contrôles de la FLD. Donc déjà, tout le monde peut pas justifier. Et comme personne ne sait qui a été contrôlé, bah, tout le monde se retrouve à dire, ah bah, un tel ou un tel peut-être triche. Et ça, c'est la vraie problématique, je trouve, de cette communication-là, quoi. Ouais, Florie, tu veux intervenir? Ouais, moi c'est ce que j'ai trouvé bizarre aussi, c'est qu'ils communiquent même pas. Enfin, comme on disait dans leur poste, il y avait les contrôles AFLD et puis les contrôles Quartz, et qu'ils n'ont pas communiqué sur les athlètes qui avaient été contrôlés AFLD, et qui n'ont pas été contrôlés Quartz. Et pour le coup là, dans le cas des filles par exemple, je sais que les deux premières par exemple n'ont pas été contrôlées AFLD. Et ça, du coup, c'est un choix de l'AFLD, mais je trouve ça quand même aussi de la part, je trouve ça choquant que tu puisses gagner les Templiers, gagner 10 000 euros et de pas être contrôlé de n'importe quel contrôle antidopage par l'Agence mondiale. Et ça, j'ai trouvé ça aussi bizarre. Du coup, les contrôles ont été faits, je crois, aléatoirement sur la FLD, mais de pas contrôler déjà le podium ou le top 5 obligatoirement. J'ai trouvé ça vraiment, vraiment bizarre. Et après, bah, comme vous disiez, hein, la communication autour, pour les athlètes élites, je trouve que c'est pas correct de balancer cette info-là, surtout que dans le règlement, c'était assez clair. Il y avait une heure pénalité pour la règle avec le programme Quartz. Donc, ouais, je trouve ça dommage pour les athlètes élites et pour les Templiers, ben, je trouve une mauvaise communication. Et l'argument justement qu'a donné les Templiers pour revendiquer le fait qu'ils aient pas mis de pénalité, c'est de dire que c'était la première année qu'ils mettaient ces sanctions en place, donc que ça avait plus vocation à la prévention qu'à la sanction. Donc c'est l'argument qu'ils ont trouvé. Et pour être aussi précis là-dessus, on a parlé d'AFLD, on a parlé de politique de santé avec l'Athlete for Transparency qui est géré par Pierre Salé. Donc c'est deux entités qui sont bien différentes. La FLD, c'est une agence qui est indépendante, donc l'agence française de lutte contre le dopage, et qui intervient chaque année depuis pas mal d'années, notamment sur les Templiers. À titre d'exemple, moi j'ai été contrôlé l'an dernier quand j'ai remporté le marathon du Warzak. Les 3 premiers de la course ont été contrôlés par la FLD. Et ensuite, ce qu'ils ont mis en place cette année pour leur politique de santé, les Templiers, avec l'agence for Transparency, c'est quelque chose en plus qui là, du coup, contrôle la prise d'INS, ce que fait pas forcément la FLD, puisque comme je l'ai dit, les INS sont pas, en tout cas l'ibuprofène, comme précisé ici, ça fait pas partie c'est pas sur la liste des produits dopants. Donc il y a vraiment une différence à faire entre le dopage et la conduite dopante, et ça c'est quand même assez intéressant. Donc on peut dire que les 5 athlètes contrôlés positifs ont eu une conduite dopante, dans les termes, on va dire, dans les termes légaux. Et par contre, on ne peut pas dire que ce sont des athlètes dopés, puisque l'ibuprofène n'est pas dans la liste des produits dopants. Non, mais en fait, c'est même pas la question, Alex. C'est du même type que s'ils avaient pris un VTT pour faire une descente, en fait, c'est interdit, ou s'ils ont pris des ravitaux hors zone. Et c'est ça, moi, qui me pose problème. On sanctionne pas. C'est juste parce qu'il y a une subtilité à ce niveau-là sur le fait que, encore une fois, la sanction par rapport aux INS, c'est du propre chef des Templiers qui décide dans son règlement de sanctionner en cas de contrôle positif. Et je te rejoins totalement sur le fait qu'ils auraient dû sanctionner. Il n'y a aucun problème avec ça. On verra l'année prochaine. Et l'année prochaine, par contre, c'est là toute la question. S'ils continuent à mettre leur politique de santé en place, qu'il y a de nouveaux contrôles et qu'il y a des athlètes qui sont contrôlés positifs, dans ce cas-là, il y aura une sanction rétroactive à ce niveau-là. Et effectivement, Fleury, c'est quand même assez frappant ce que tu dis sur le fait que les deux premières, donc que sont Kathleen Fielder et Sylviane Orgard, n'aient pas été contrôlées par la FLD. C'est très surprenant. Ouais. Et aussi que les athlètes. Ils avaient aussi que chaque athlète n'ait pas été contrôlé. J'ai l'impression parce que il y avait les 4 athlètes qui prennent étaient contrôlés FLD par exemple. Ouais. Et aussi ce que je trouve du coup, c'est que du coup les Templiers demandent, ce qui est normal, mais du coup aux athlètes AFLD de demander le résultat négatif du test pour recevoir la prime. Alors que pour le coup, les personnes qui ont été contrôlées INS, eux, même s'ils ont positif, ils ont quand même le droit à leur prime.
Et est-ce que vous auriez Après été là, partisan on peut débattre que ceux qui ont fait le test AFLD n'ont pas été contrôlés post-course aux IANS. Donc bon, C'est c'est ça aussi, cohérent. ouais. Donc c'est ça aussi, c'est dommage, ils auraient pu aussi faire les deux contrôles pour ces personnes-là aussi, quoi. C'est ça qui est bizarre. Pourquoi tu fais pas top 10 hommes, top 10 femmes sur la politique de santé par rapport aux INS? Au minimum, tu fais ça. Enfin, je comprends pas dans une logique de transparence et de sport le plus éthique possible, tu fasses pas au Après, minimum top 10 hommes, top 10 femmes. Après, c'est pour une le coup, question de moyens aussi. ces athlètes qui ont été contrôlés à FLD, eux, ont été contrôlés la veille par justement ce programme Quartz et des INS. Donc je me dis, est-ce que d'un jour à l'autre, est-ce qu'il y a une différence ou pas? Bah, disons que si t'as pris un INS que le jour des Templiers, tu l'auras pas vu la Ouais. veille quand tu fais le test, quoi. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que ça témoigne d'une pratique dopante, en tout cas, qui est relativement démocratisée dans le peloton des athlètes élites et aussi, bah, du coup, comme le disait Théo, chez le grand public. Donc, c'est vraiment quelque chose sur laquelle il faut faire attention. Et comme l'a dit Théo, je pense que si vous êtes obligé de prendre des anti-inflammatoires la semaine ou les jours précédant votre course, ben, c'est que vous devez pas prendre le départ de votre course, quoi. Tout à fait. Messieurs, après ces deux sujets ô combien importants et très intéressants, on va pouvoir passer à notre petit instant expression libre, où on va vous parler de notre petite recommandation, quelque chose de plus, de plus tranquille. Et Fleury, ben, on va commencer par toi, puisque tu as annoncé récemment sur Instagram que tu allais te lancer un nouveau défi. Raconte-nous ça, parce que tu nous prépares encore quelque chose d'assez impressionnant. Effectivement, l'an prochain, je vais faire un nouveau projet qui s'appelle Azimut Nord. L'idée, c'est alors c'est un peu con, hein, pour ceux qui sont pas forcément dans le truc, c'est de partir du point le plus au sud de la France, qui est dans les Pyrénées-Orientales. Et à partir de ce point le plus au sud, en fait, si tu traces un azimut nord 0 degré, donc plein nord, et ben en fait, tu arrives au point le plus au nord de la France. Et du coup, ça m'a inspiré le défi de faire cette traversée en fait sud-nord de la France, en reliant les deux extrémités, dans un couloir de 5 km de large. Moi, je viens du monde de l'orientation, donc c'est quelque chose qui me parle un petit peu de faire un azimut et d'essayer de rester le plus direct possible sur la trace. Et du coup, l'idée du projet, c'est de traverser la France en essayant de suivre au plus proche l'azimut. Et du coup, c'est d'enchaîner les disciplines, trail, VTT, vélo de route, en essayant de faire avec les contraintes du terrain, c'est-à-dire les rivières, les montagnes, etc. Et du coup, essayer de jouer un petit peu en orientation pour rester le plus proche possible de cette ligne-là. Ouais, parce que concrètement, tu dis azimut, pour ceux qui connaissent pas, azimut, en gros, c'est comme si tu avais t'as tracé une ligne droite au milieu de la France. Et puis, en fait, l'idée, comme tu as dit, c'est de suivre au plus près cette ligne droite et tu te laisses une marge de 5 km autour de cette ligne droite, quoi. Ouais, c'est exactement ça. L'idée, c'est de rester le plus proche possible. Et un azimut, ouais, c'est tout droit. Donc, il y aura forcément des parties de hors-sentier, il y aura forcément des petits trucs comme ça, des rivières à traverser. Et aussi, l'aéroport Paris-Charles de Gaulle à traverser, un autre exemple, parce qu'on se rend compte qu'en France, finalement, il y a une densité de bâtiments, de villes, d'éléments qui font que il y a certains passages qu'on ne peut pas traverser si on décide d'aller tout droit, même avec une marge de 5 km. Donc, il y aura plein de solutions à trouver sur le terrain. Donc ça, c'est un projet que je vais mener en mars, début avril 2025. Et où est-ce qu'on pourra suivre cette aventure? Et sur mes réseaux, vous pourrez suivre Fleury Roux. Et puis après, j'aurai un suivi sur mon GPS aussi, pour voir un petit peu, pour que les gens puissent voir si je sors des 5 km. Donc après, l'idée, c'est de le partager aussi avec des copains. Donc tous ceux qui souhaitent venir faire un bout, c'est possible. Alors après, il faut vous débrouiller pour vous faire amener et vous faire ramener. Mais voilà, l'idée, c'est de le faire entre 10 et 15 jours à peu près. Donc quand je serai à pied, c'est de faire des étapes autour de 50 km. Et puis à vélo, aller jusqu'à 280-300 km par journée. À noter que sur les 5 km, parce que j'ai lu ta publication, c'est seulement 2,5 km de chaque côté. T'as pas le droit d'aller 5 km à l'est ou 5 km à l'ouest. Non. Ouais, exactement. En fait, c'est à partir de l'azimut nord, c'est 2,5 à l'ouest, 2,5 à l'est. Donc ça limite encore un petit peu. Et pour ceux qui n'avaient pas forcément suivi un petit peu tes aventures, on peut le rappeler que tu as notamment traversé la Norvège avec ton frère il y a 2 ans, je crois, où tu étais parti, pareil, du point le plus au sud de la Norvège pour aller au point le plus au nord, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais, c'était Cross Norway, une traversée de la Norvège en orientation, donc sans GPS, donc avec des cartes de course d'orientation. Mais là, c'était quand même
bien plus long, c'était 3000 km au total. Là, ça sera un petit peu plus court et puis cette fois, on va utiliser le vélo parce que passer le Cantal vers chez vous là, enfin après il y a que des routes et des pistes, du coup on peut tracer assez droit avec le vélo. Bon, bah c'est top. On suivra ça avec attention. Merci beaucoup, Florian, en tout cas, d'avoir été là avec nous, de nous avoir partagé ton expertise. Et puis, on se retrouve très vite sur les sentiers. Ouais, bah merci à vous. À bientôt. Et Ciao. puis, les gars, bon, on va continuer avec vos petites recos. Et Mathieu, je crois que tu as une petite recommandation podcast. Alors, comme j'ai pas eu le temps de préparer ma reco, j'ai fait un petit copier-coller de la description du podcast et je trouvais que ça décrivait bien l'épisode. C'est un podcast de Ron Wise, donc Maxime Lopez, qui a accueilli cette fois Anaël Aubry. Et Anaël Aubry, c'est un coach et un docteur en physiologie. Et il a bousculé un petit peu le monde du running avec ses recherches, notamment sur la fatigue, et son parcours l'a amené à coacher des athlètes dans les sports comme le cyclisme. Il a été coach dans l'équipe pro BNB, dans le triathlon aussi avec l'équipe de France, dans la natation en eau libre. Donc il est multicasquette, il connaît énormément les sports d'endurance. Et ça lui a permis de développer des méthodes uniques qu'il applique aujourd'hui sur la course à pied. Il a travaillé avec des pointures comme Hassan Chadi ou Pierre-Ambroise Boss. Et dans cet épisode, il partage avec les auditeurs ses expériences, ses recherches en psychologie, en physiologie. Donc c'est toujours très très intéressant. C'est vraiment un grand passionné. Puis aussi son intervieweur est aussi une personne très passionnée. Donc c'est toujours très cool de les entendre discuter et de débattre des méthodes d'entraînement comme l'altitude ou la méthode norvégienne. Théo, tu avais une petite reco aussi, vidéo cette fois-ci? Ouais, ce midi, par hasard, je suis tombé sur une superbe vidéo qui a été réalisée par, je pense qu'il est pyrénéen, il s'appelle Valentin Bandelier. Bon, sur sa bio Insta, lui, il se décrit comme apprenti aventurier, ultra-trailer et vidéaste. Et il a quand même bouclé l'Exatrek, je sais pas si vous connaissez les gars, c'est une trace de 3000 et de 150 000 de D qui part de Strasbourg et qui termine dans le Pays Basque, en passant par les Vosges, les Alpes, traverse l'Ardèche, je crois, et qui finit par les Pyrénées. Et du coup, dans cette vidéo, on le voit réaliser un projet off à la journée où il part chez lui. Il fait toutes les arêtes autour du Canigou. En fait, c'est en étoile. Et en gros, il va au pied en vélo, il traverse toutes les crêtes à pied, il fait ça tout seul. Il se filme avec sa GoPro, son drone, et il se livre aussi pas mal sur ses ressentis pendant la course, les émotions, les doutes qu'il peut traverser. Et franchement, je trouvais ça super chouette. Ça dure un peu plus de 30-35 minutes. Et j'ai été surtout impressionné par les différentes casquettes où il est compétent, parce que faut être fort physiquement, mais aussi techniquement sur la gestion des images, du montage, etc. Donc, si vous êtes curieux, allez regarder cette vidéo-là de Valentin Bandelier et laissez-lui quelques likes. Je pense que le travail en vaut le coup. Parfait. Nico, une petite reco, un petit coup de cœur, un petit coup de gueule. Non, moi en ce moment, je passe mon temps à la chasse et du coup, quand j'ai du temps dispo, je bosse ou je dors. Allez, j'en profite moi pour terminer avec une petite reco aussi, podcast comme Mathieu. C'est le podcast qui s'appelle Je t'offre un rail, un podcast créé par Ourail. C'est un média collaboratif qui donne des conseils sur les voyages bas carbone et ils ont une page Insta où ils présentent plein de bons plans et de conseils pour voyager plus sobrement. Et dans ce podcast, ils reçoivent des gens qui en ont fait leur combat et qui viennent partager leurs expériences sur leur voyage. Et j'ai récemment écouté le dernier épisode qu'ils ont sorti avec l'histoire d'Alexis Haddad, qui est parti de Paris pour rejoindre la capitale thaïlandaise Bangkok. Donc, vous imaginez, mettez Paris et Bangkok sur une carte, vous imaginez à quelle distance c'est. Petite question, combien d'heures, à votre avis, il a mis en temps de trajet pur pour aller jusqu'à Bangkok, les amis? 28 jours. Combien? 28 jours. Non, mais en 28 heure, jours. en heure. Traduit en heure. 24 fois 28. Je sais pas moi de tête. En tout, il a mis un mois de voyage, mais en temps pur de trajet, il a mis 293 heures. Donc, c'est-à-dire qu'il a passé. Alors, il n'a pas fait que du train parce que dans certains pays, c'est impossible de voyager en train. Mais il a décidé de prendre le bus à certains moments parce que c'était plus simple aussi. Et donc, il a passé, on va dire, 293 heures, et que ce soit dans le bus, dans le train ou dans les transports en commun. Donc, c'est assez bluffant, très intéressant. Moi, ça m'a donné envie de voyager et on se rend compte qu'on peut faire des voyages uniquement en train où on peut aller très très loin. Et Mathieu, t'en es l'exemple même puisque chaque fois que tu rentres d'Autriche, tu prends le train. Donc, Ouais, pas à chaque fois. Me fais pas dire le mytho, des bêtises. le menteur. Bon, pas à chaque fois, mais en tout cas, tu peux prendre le train de Innsbruck jusqu'en France pour faire ton trajet, quoi.
Bah, c'est sûr On que a- quand je vais dans l'Est de la France, c'est assez facile puisque c'est assez bien connecté avec Genève et après c'est assez facile d'aller dans en Haute-Savoie, Haute-Savoie où il y a les grosses courses. C'est un petit peu plus compliqué pour rentrer dans le Cantal parfois, mais je l'ai déjà fait aussi une fois. Donc on espère que l'État va enfin se décider à remettre en place plus de lignes de train et notamment des trains de nuit. Parce que comme l'explique dans le podcast, les trains de nuit, ça manque et pourtant c'est hyper efficace, c'est pas très cher et ça vous permet de gagner du temps. Donc voilà, on va espérer que le train soit mis à l'honneur dans les prochaines années. On a fait le tour, messieurs. C'est bon. Parfait. Bon, Bon. ce fut un long podcast, un long et très plaisant podcast, par contre très intéressant. Pour celles et ceux qui n'ont pas envie de l'écouter d'une traite, eh ben écoutez-le en 2 ou 3 fois. Ouais, mais là c'est la fin donc c'est trop tard, faut leur dire ça. Allez, ciao. À bientôt les amis. Bonne Salut. soirée.